je m'appelle Sophie Goudgil, je suis scénariste. J'ai été vice-présidente de l'association Séquencette, qui est une association de scénaristes émergents et émergentes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Isabelle Savary et on a eu la chance de pouvoir monter une résidence d'écriture, justement pour encourager les premiers longs métrages qui encouragent, je vais répéter, la représentation des personnes, des communautés et des lieux peu ou mal représentés. Et donc cette expérience, elle nous a vraiment donné envie d'aller plus loin, et comme c'était pas possible pour des raisons logistiques de le continuer au sein de Séquencette, parce que c'était pas tout à fait la mission de cette association, on a décidé donc de fonder cette association pour reprendre cette résidence. Voilà, donc comme ça vous savez un peu l'association qui encadre ça, et aujourd'hui je suis vraiment ravie d'inviter à discuter avec nous Laoussine Grimiche de DACP, Héloïse Lebeau de l'agence Colette, Chloé Maslow et Yacine Badet, un duo de une réalisatrice et un scénariste qui travaillent ensemble. Et c'était très important pour nous, je vais les laisser se présenter ensuite chacun à leur tour. Mais c'était très important pour nous d'essayer de se poser cette question en rassemblant des gens qui sont à différents endroits de la production audiovisuelle, mais qui ont tous l'envie de faire émerger et de favoriser la singularité. Du coup, c'est parti. Alors moi, j'avais un petit ordre, mais en fait, on peut peut-être faire comme ça, pour finir par Isabelle. Et du coup, si ça te va, Yacine, de commencer à te présenter. Bonjour, super. Je m'appelle Yacine Badet, je suis scénariste. J'ai fait la fac à Paris 8 avec une option scénario, et puis ensuite j'ai fait pas mal de choses, des courts-métrages d'animation, même un peu de fiction radio, des documentaires. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler sur des longs-métrages qui ne se sont d'abord pas faits, puis des longs-métrages qui se sont faits, dont Sous le ciel d'Alice de Chloé Maslow. Très belle transition. Super transition. Moi aussi, j'ai fait Paris 8, donc meilleure fac du monde, évidemment. Bonjour. Ouais. Donc moi, je m'appelle Chloé Maslow. J'ai fait pas du tout des études de cinéma. J'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg en graphisme. Et j'ai commencé à faire des courts-métrages en animation. Et bon, plusieurs. Et au bout d'un moment, j'ai rencontré Yacine. Et je me suis dit que c'était possible d'écrire des films de façon plus académique, on va dire, plus... un peu moins, enfin en tout cas plus passable dans les commissions, on va dire. Et donc j'ai réalisé un long métrage, Sous le ciel d'Alice, qu'on a coécrit avec Yacine, et on avait coécrit 2 courts métrages ensemble. Non, il n'y a pas besoin, Chloé, c'est vraiment le luxe, on a chacun notre micro. Ah, merci. Ou. C'est bon? Oui. Du coup, bonjour, moi c'est Héloïse Lebeau. Je fais partie de l'agence Colette, comme Sophie l'a dit. Je suis comédienne dans l'agence et depuis peu, je me suis essayée à la production parce que on a été 9 qu'on ne se connaissait pas à faire un long métrage ensemble autoproduit en 1 an. Et voilà, là on est sur la post-production et voilà, je fais quelques projets comme ça et je suis vachement engagée dans tout ce qui est tous les collectifs, les choses comme ça, dans mon agence aussi, où j'aide comme je peux pour créer des choses, genre le collectif ou des choses comme ça. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je suis Laoussine Grimiche, je suis producteur dans une société qui s'appelle De l'autre côté du périph', où on produit des longs métrages, des courts métrages, des documentaires et de la série. À côté de ça, moi, je suis aussi membre du conseil d'administration du collectif 50-50 et coprésident du collectif qui milite pour la parité, l'égalité et l'inclusion dans le monde du cinéma, et aussi au conseil d'administration de la Fédération des jeunes producteurs indépendants, qui est une asso de jeunes producteurs partout en France, où là encore on essaie de produire différemment, mais aussi de faire découvrir, parce que c'est aussi notre rôle en tant que producteur, de nouveaux talents et de nouvelles narrations. Merci. Alors moi je suis Isabelle Savary, donc je suis coprésidente avec Sophie de Singulière qui a organisé cette table ronde. Et du coup, j'en profite encore pour vous remercier d'être là. Et j'ai démarré
dans autre chose que l'écriture. J'ai été d'abord, il y a longtemps, directrice adjointe de France 3 Cinéma. Donc je connais bien la production de long métrage. J'ai aussi été responsable financière de TF1 Film Production. Donc voilà, je connais le service public et le privé, en tout cas en matière de financement de films. Et puis j'ai aussi été directrice financière France de 3 films de Lars von Trier. Donc voilà, je sais comment se montent les films. Par contre, la façon dont ils s'écrivent, je vois que c'est pas si simple. Et du coup, quand j'ai décidé de me tourner vers l'écriture, j'ai intégré Séquence 7, qui est donc l'association où j'ai rencontré Sophie, et j'ai été sa présidente pendant 2 ans. Actuellement, je me suis pas mal investie dans l'associatif, puisque je suis aussi présidente de la FAMS, qui est la Fédération des associations des métiers du scénario. Et là, maintenant, voilà, je me lance dans Singulière, et cette aventure me plaît beaucoup. Donc, j'espère qu'on aidera à émerger beaucoup de films singuliers. On va vous en donner un peu plus la définition qu'on en donne nous. Vous pourrez en avoir d'autres. Mais voilà, et on veut aider tous ces projets. Merci. Juste, je n'ai pas précisé avant, mais on va avoir évidemment un temps de discussion un petit peu préparé entre nous. Et ensuite, il y aura évidemment un temps pour les questions. Donc, si vous avez une question, gardez-la bien, parce qu'à un moment, vous serez sollicité. Du coup, la première grande question qu'on va se poser ensemble, c'est comment est-ce que chacun vous définiriez la singularité et en quoi est-ce que vous la rapprochez ou non de la diversité, enfin du mot diversité. Donc Isabelle, c'est toi qui commence avec cette question. Alors, moi je dirais que la singularité inclut la diversité. En fait, la singularité, de notre point de vue, c'est un sujet plus large. Enfin, ça couvre des thématiques plus larges que la seule diversité. Aujourd'hui, en France, quand on parle de diversité, on parle beaucoup de diversité ethnique. Et nous, on envisage donc de réfléchir à d'autres sujets comme les films, la présence des personnages féminins dans les films. Ça peut être aussi le handicap. Ça peut être toute forme de handicap. Ça peut être aussi des personnages qu'on n'a pas beaucoup vus à l'écran. Par exemple, je pense à un projet d'ailleurs qui est porté par quelqu'un qui est dans cette salle. C'est un projet d'une femme paysanne qui veut reprendre l'exploitation de son père. Voilà, ça et c'est porté par une personne qui est tout à fait légitime sur le sujet, puisque son père a une exploitation. C'est le genre de sujet qui nous intéresse et qu'on a envie de voir arriver à l'écran et qu'on veut aider à arriver à l'écran. Voilà. Merci. Laoussine, pour toi. Ouais, moi déjà sur la diversité, moi j'ai une approche assez simple, c'est que la diversité, ça devrait être juste banal. On ne devrait pas se poser la question de il faut absolument mettre de la diversité. C'est quelque chose qui devrait être inclus dès le début, dès l'écriture. Et pour moi, un projet singulier, effectivement, de base, il intègre cette idée de diversité parce qu'elle doit être banale. Et la singularité, elle s'exprime aussi à travers les sujets et les problématiques qu'on va traiter dans un film. C'est essayer de porter une vision, la vision d'un artiste. Donc de fait, elle est singulière. Et j'aime bien quand on va aller défricher une question sociale, sociétale intéressante. Voilà, enfin, globalement. Merci pour ce globalement. Héloïse, du coup. Oui, donc pour moi, la singularité, c'est assez relié à le côté un peu authentique que chaque personne peut avoir. C'est le fait que chaque personne est unique et savoir nourrir ce côté singulier et pas essayer de ressembler à tout le monde, mais vraiment être qui on est. Surtout, je pense, dans le milieu artistique où c'est vraiment important parce que on est dans une société qui est quand même assez dans des clous et juste des personnes hors des clous. Des fois, ça fait peur, mais en fait, c'est juste qui donne tout le terreau à ce qu'on peut créer, quoi. Voilà. Merci. Alors moi, dans mon ordre, j'avais d'abord Yacine.
C'est pas très grave. Non, c'est vrai que depuis on en a discuté pendant le rendez-vous préparatoire, j'ai aussi continué à y réfléchir. Et j'ai l'impression que la singularité, c'est aussi une sorte d'expression. Enfin, ce que moi je recherche dans la singularité en tant que scénariste ou en tant que spectateur de film ou autre, c'est l'expression un peu aboutie, le plus aboutie possible ou assez pure d'une forme de sincérité très forte. Et dès que je me dis, ah tiens, il y a quelqu'un derrière et quelqu'un en particulier qui vient représenter sa perspective et tout ça. Et ça peut tenir à des toutes petites choses. Je pensais à quand j'ai découvert le travail de Chloé il y a 10 ans et quelques maintenant. Dans son court-métrage étudiant L'amour m'anime, il y a un moment où il y a une scène et bref, tout d'un coup, il y a un cœur de veau ou un cœur de bœuf. Il y a un cœur de bœuf, enfin elle raconte un chagrin amoureux et tout d'un coup il y a un cœur de bœuf qui est posé sur une table ou je sais plus quoi. Et je me rappelle quand j'ai découvert, je la connaissais pas encore, et tout d'un coup par rapport à la forme du film, à son honnêteté, à sa liberté de ton et à cette image qui arrivait, je me suis dit ah il y a quelqu'un que j'ai envie de rencontrer ou ah il y a quelqu'un derrière avec qui j'ai envie si possible de bosser ou autre. Et souvent c'est des petites choses comme ça. Après, là où je l'oppose à la diversité, c'est qu'effectivement, la diversité, c'est soit un objectif de société, soit c'est quelque chose de très, très vaste, où la diversité, c'est une addition de singularité et tout ça. Et la singularité, comme ça a été dit, c'est quelque chose, surtout dans l'expression artistique, qui est censé représenter le plus possible la personne qui porte le projet ou c'est l'expression en question, je pense. Oui, ben moi... Non, mais c'est vrai pour moi, c'est étant donné qu'on est, je trouve, en pleine mutation dans le cinéma, parce qu'en effet, il y a un accès à la technique qui est beaucoup plus simple qu'avant, enfin disons qu'il y a 30 ans, 20 ans. De là naît forcément des regards qui sont singuliers parce que ce n'est plus réservé à une certaine catégorie de la population. Le cinéma, enfin l'outil cinéma est beaucoup plus accessible. Moi, j'ai commencé justement à faire ce film avec le cœur de bœuf parce que j'avais eu un appareil photo numérique, c'était le début, et donc c'était accessible et à portée de main. Et donc il y a quand même une légèreté maintenant dans les outils qui permettent à des gens qui ne viennent pas forcément du milieu du cinéma par leur famille, par leur école et par leur... Enfin voilà, c'est des... Enfin, on dit qu'ils sont singuliers ou divers, mais pour moi, ils sont juste singuliers et divers par rapport à ce qui se faisait avant. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup pour vos réponses là-dessus. Et du coup, maintenant, j'aimerais bien savoir, parce que là, on a parlé de la singularité en général, mais ensuite, comment est-ce que chacun, on cultive sa propre singularité dans le milieu de l'audiovisuel? Et Chloé, quand on s'est entretenu, on a pas mal parlé de raconter des histoires qu'on a vécues. Donc, est-ce que tu peux développer là-dessus de comment est-ce que justement on raconte les histoires qu'on a vécues, qui nous touchent? Comment est-ce qu'on fait ça quand on arrive à être à la fois sincère et en même temps à lui donner une forme artistique? Oui, une forme qui soit regardable. Parce que c'est vrai que donc moi, la majorité de mes films, ils partent d'histoires que j'ai vécues ou qu'on m'a racontées, mais j'ai beaucoup de mal à emprunter le récit d'autres personnes parce que comme j'ai l'impression que ce que j'aime transmettre, c'est plus des émotions et des sensations. Quand je les ai vécues, j'ai l'impression que c'est plus honnête. Enfin, je sais pas. J'ai déjà essayé de faire d'autres choses, mais ça me paraît plus difficile. Et en fait, on a quand même nécessairement, si on ne veut pas faire des films qui restent invisibles, on doit les rendre accessibles. Et pour ça, par exemple, travailler avec Yacine, c'est vraiment très important parce que ça permet d'avoir un allié, en fait, comment dire, c'est comme si il aidait à rendre ce langage que j'ai à l'intérieur de ma tête, qui parfois n'est pas compréhensible par tout le monde, accessible et plus, j'aime pas trop ce mot, mais un peu plus universel. Disons qu'il puisse faire écho le plus possible à d'autres gens. Ok. Et là aussi, nous, quand on a discuté ensemble, tu parlais aussi beaucoup en production de suivre son instinct et ses envies. Et comment est-ce que toi, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu analyses? Qu'est-ce qui va t'attirer à un moment ou pas ou à un autre? Et comment tu t'écoutes là-dedans, dans un marché audiovisuel qui a aussi ses problématiques et ses impératifs?
Oui, il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes de marché, tout ça, tout ça. Elles existent. J'essaie de pas trop les regarder. Enfin, je les regarde pas parce que on connaît plein d'histoires de films où les gens disaient ah mais ça a été la surprise du box-office. Et si on se met à suivre ce truc de box-office, et ben bon, on va avoir un cinéma où on verra toujours les mêmes têtes. Enfin, je balancerai pas de nom de comédienne ou de comédien qu'on voit enfin, c'est quasiment la même affiche, jaune, bleu. euh, enfin voilà, c'est pas ce genre de cinéma-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les auteurs. Quand on rencontre une autrice, un auteur qui a vraiment une vision, c'est ça, c'est ce langage intérieur et qui réussit à nous le transmettre. Et là, on se dit ah ouais, c'est cool. Hein. Enfin, il m'a emmené dans ce petit voyage intérieur, faisons en sorte que ça existe. Donc c'est ça, ce petit côté instinctif qu'on a. Ça, ça se fait dans des festivals comme Paris Cours Devant, où on a la chance de rencontrer des auteurs lors de séances de pitch, mais aussi de découvrir des courts-métrages assez innovants. Et d'ailleurs, merci Paris Cours Devant pour tout ce travail préparatoire pour nous. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a un travail on va défricher le terrain, on va aller rencontrer des nouvelles têtes, de nouveaux récits. Et sur les sujets, il y a aussi un truc un peu, je ne sais pas si c'est magique, mais on se rend compte qu'il y a quand même des sujets qui sont dans l'air. C'est-à-dire qu'on va penser être un peu le seul à se dire tiens, j'ai un film là-dessus. Puis après, en papotant avec les copines et les copains, on se fait, ah bah oui, lui aussi, il a un sujet assez similaire, si ce n'est pas le même. Parce que ça nous est arrivé que TF1 nous appelle pour nous dire tiens, on vient de me pitcher exactement ton film. Donc voilà, c'est les auteurs, les sujets. Il y a aussi un truc de rester connecté. C'est un peu bullshit ce que je dis, mais c'est vrai. Rester aussi connecté à la société, c'est-à-dire sortir un peu de notre petit monde du cinéma pour voir ce qui se passe dans des associations, dans la littérature, dans l'art. Enfin, tout est opportunité justement à découvrir. Voilà, c'est ça mon instinct. Eh ben merci. Isabelle. Quelle est la question? Quelle est la question? Comment est-ce qu'on cultive sa propre singularité dans le milieu de l'audiovisuel? Merci. Alors, en tant qu'auteur, auteuriste, je m'adresse plutôt à ces gens aujourd'hui. D'abord, je pense que quand on est auteur et qu'on est porteur qu'on est singulier ou qu'on est porteur d'une idée singulière, on est vulnérable. Et je pense que la première étape, c'est quelque part de se solidifier sur ce qu'on a envie de dire quand on est vraiment un auteur émergent. Et donc, pour ça, il faut à la fois... pour la plupart, je pense qu'on a besoin d'échanger sur notre sujet, mais d'échanger avec des gens bienveillants qui ne vont pas rétrécir votre pensée ou l'orienter dans une direction différente quand elle est encore fragile, en construction. Donc selon moi, il faut trouver les bons interlocuteurs, ce qui déjà est l'objet de la table ronde d'aujourd'hui, puisque là, on a une agence, un producteur et une réalisatrice et un scénariste qui ont réfléchi à ces questions et qui s'y intéressent. Et du coup, moi, je pense qu'il y a un travail personnel à mener aussi en soi, mais il y a aussi trouver des gens avec qui on peut échanger. Donc, pour trouver des gens avec qui on peut échanger, il y a créer, je pense, pour moi, je crois beaucoup au pouvoir du collectif. Donc, essayer de s'entourer de gens, d'autres auteurs qui ont pas obligatoirement des projets identiques aux vôtres, mais proches, avec qui vous pouvez discuter, réfléchir. Pour rencontrer ces auteurs, évidemment, il faut intégrer, selon moi en tout cas, c'est le parcours que j'ai fait, une association de scénaristes. Donc, moi, je pense que Séquence 7 a vraiment été... d'ailleurs, ça m'a permis de rencontrer Sophie et d'affirmer aussi beaucoup, juste par nos échanges, même si on n'était pas obligatoirement sur exactement les mêmes sujets, mais de se rendre compte qu'on avait une volonté commune de creuser tel ou tel sujet, la façon de savoir se protéger aussi. Et on a créé un collectif et surtout l'association. Donc il y a ça.
Donc rencontrer d'autres auteurs, faire l'expérience, n'ayez pas peur d'échouer, de vous rapprocher de gens, puis finalement, c'est pas les bons. Mais il faut expérimenter, en fait. Après, la seconde chose que je pense essentielle pour pouvoir défendre son projet, c'est se professionnaliser. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas hésiter à aller dans des ateliers, prendre des cours pour avoir la technicité, le professionnalisme suffisant pour pouvoir convaincre que vous pouvez mener à bien votre projet et que votre idée sera menée à bien entre vos mains. Donc voilà, c'est tout. Ben, merci. Et justement, Héloïse, ça s'enchaîne un petit peu sur cette idée de collectif, puisque en discutant avec toi, tu me disais ne surtout pas faire cavalier seul. Donc, oui. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Pour faire un film, il faut être plusieurs. Donc, se dire qu'on va réussir parce que tout seul, je pense que c'est pas... Enfin, après, ça reste mon avis, hein, mais c'est pas forcément la meilleure des solutions et la meilleure des choses à faire, parce que on se rend compte tout de suite que on a besoin des autres pour faire ce qu'on fait. Pour jouer, on a besoin des autres acteurs. On a besoin aussi de toute l'équipe technique. Le réalisateur a besoin de ses acteurs. Le producteur a besoin de films. Les distributeurs ont besoin des producteurs. Enfin voilà, pour moi, c'est toute une chaîne. C'est même pas une échelle. Pour moi, c'est quelque chose qui est plat. On en parlait tout à l'heure avec Laoussine sur l'horizontalité des choses. Mais pour moi, c'est un peu ça l'idée. Par exemple, bien, comme tu disais, Isabelle, bien s'entourer. Suivre son instinct, je pense que c'est une des choses qui est les plus importantes, parce qu'en général, quand il y a la petite voix qui dit « fais pas ça », si on le fait, on va se rendre compte qu'on aurait dû écouter cette petite voix et pas le faire. Mais oui, bien s'entourer, et si ça marche pas avec quelqu'un, essayer avec d'autres, hein, parce que dans tous les cas, on est tellement nombreux à faire cet art que on trouvera forcément quelqu'un qui est plus ou moins de notre avis et qui nous suivra et qui ira dans notre sens à nous aussi. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, Yacine, qui n'a pas encore répondu à la question. Oui. On a parlé pas mal du mot réseau et du fait que tu n'aimais pas ce mot-là et de comment est-ce que tu le remplaçais. Donc, est-ce que tu veux... Non, je pense qu'effectivement, c'est important de rencontrer des gens, de travailler avec des gens, de pouvoir compter les uns sur les autres. Et en fait, on a tendance à confondre le réseau, sous-entendu additionner, entre guillemets, des adresses e-mail un peu comme des images Panini, si ça existe encore derrière les images Panini, et entre guillemets, des relations de différentes valeurs, mais de qualité, avec des gens sur qui on va pouvoir... avec qui on va pouvoir échanger, sur qui on va pouvoir compter. Et je pense que des partenariats artistiques au long cours, même si ça peut être informel, j'ai un ami scénariste qui s'appelle Nicolas, avec qui j'ai très peu travaillé, mais ça fait 10 ans qu'on se fait lire des choses, 10 ans qu'on parle de nos soucis avec des producteurs, de nos doutes artistiques, etc. Avec des réalisateurs aussi, avec des agents. Enfin, on questionne tous les aspects de ce métier ensemble. Et on est un peu notre hotline mutuelle, et c'est super important. Et en fait, je pense qu'il faut trouver ces 2, 3, 5, 6, 7 relations un peu précieuses qui vont nous aider aussi à affirmer notre individualité et notre voix, sans forcément essayer de rencontrer tout le monde à tout prix. Enfin, de la même manière avec Chloé, ça fait 10 ans qu'on se connaît, on a coécrit 3 films ensemble. On s'est aidé sur d'autres choses. Elle a fait la jaquette d'un DVD d'un court-métrage que j'ai fait. J'ai fait une prestation très, très, très charismatique dans un 4e court-métrage. Là, on n'a plus de projet ensemble, mais on se fait lire des choses. J'ai lu son nouveau projet, on en parle. Et c'est aussi une relation précieuse sur le long cours. Et donc, je pense que trouver des gens avec qui avancer sur le long cours, c'est plus précieux et plus important que les gens dont on va se dire lui ou elle va me faire basculer dans une autre classe, ou lui est ultra connecté et je vais pouvoir, avec un tel, rencontrer tel gros producteur ou tel gros réal ou tel gros acteur. Voilà, c'était la différence que je faisais entre, on va dire, le réseau et des partenariats plus nourris et peut-être plus recentrés sur un nombre de personnes définies. Ok, et je vais continuer avec toi, Yacine, parce que tu avais pas mal parlé sur cette question. Je suis très bavard. Oui, mais c'était très intéressant, donc on va partager ça avec le reste de la salle.
Tu disais, parce que tu es un scénariste qui collabore avec beaucoup de réalisateurs et réalisatrices différents, et donc du coup, on parlait de la part de toi dans chacun de ces projets et comment est-ce que tu les vivais. Et je trouve que c'est important aussi de parler de ça, parce que le métier de scénariste, parfois, il est assez dans l'ombre, alors que c'est une personne qui porte le projet pendant une période conséquente. Donc je voulais que tu nous parles un peu de cette expérience, de comment est-ce que tu trouves en fait, toi, tes sujets d'intérêt au travers des films réalisés par d'autres. Et comment aussi est-ce que des fois, tu avais tendance à te faire enfermer dans l'image du dernier film que tu avais fait, que je trouvais assez intéressante aussi. Ah oui, alors c'est une question très très vaste, mais c'est vrai qu'en fait souvent, et plus le temps passe, plus je me dis qu'en tant que scénariste, surtout quand on est co-scénariste, on est un peu comme des comédiens aussi, dans le sens où on est porteur d'une sensibilité, d'un prisme artistique, mais qui va aussi venir s'incarner dans l'univers de quelqu'un d'autre. Et en fait, selon les collaborations, il y a des aspects de moi différents qui rejaillissent. Avec Chloé, c'était certains aspects. Quand j'ai travaillé sur le film d'Émilie Hossel, c'était autre chose. Avec Juste Philippot, c'est encore autre chose. À chaque fois, il y a de moi. Il y a même des choses qui me tiennent à cœur. D'ailleurs, je ne sais plus avec qui j'en parlais, parce que souvent on dit ah oui, mais quel est le lien entre ça et ça? Et ben en fait, finalement, Acide, quand on l'a écrit avec Juste Philippot, et Sous le ciel d'Alice, c'est entre guillemets la même histoire, au sens, enfin, moi ce que j'y ai mis, c'est en fait dans un contexte de monde qui s'effondre, ou de bulle qui est mise en danger, comment deux personnes, comment une cellule familiale essaie de continuer à prendre soin les uns des autres dans un monde qui est menacé à terme, et qui finit même par abîmer leurs propres liens. Et ben, en fait, en soi, moi, j'y ai mis des choses qui me touchent dans les deux cas. Enfin, voilà, c'est entre guillemets le même territoire thématique, et je ne pense pas que quiconque sur Terre peut confondre les deux films. Ils n'ont entre guillemets pas grand-chose à voir, mais c'est finalement comment moi, à travers des langages cinématographiques très très tranchés, et c'est aussi moi ce qui m'intéresse, de travailler avec des gens qui ont une forte personnalité, et ben, je peux trouver des thématiques ou un ton qui va faire appel à des qui existent en moi, mais qui ne sont pas forcément utilisés. J'ai aussi coécrit des courts-métrages d'animation très très satiriques, très proches des Simpsons, etc., de South Park, Senior 3000 et Chicken of the Dead. Je pense que vous imaginez bien un peu ce que ça peut être. Et ben, c'est aussi un peu de moi, et c'est aussi un peu mon côté ado bête et méchant qui rejaillit dans ces moments-là quand je travaille avec Julien David, et j'en suis très très content. Et c'est tout aussi moi que ce que je peux amener à Chloé quand on travaille ensemble, ou à Juste, etc. Et Laoussine et Héloïse, est-ce que, parce qu'il a parlé du rapport, du coup, quand on est scénariste, on est un petit peu comme un acteur. Donc déjà, je pense à toi, Héloïse. Est-ce que ça te parle, ce que Oui, enfin, c'est sûr, quand tu es acteur, tu suis plus ou moins ce que le réalisateur veut, ou l'idée de la chose, sauf qu'ensuite tu mets une partie de toi aussi dedans, et qui change selon avec qui tu travailles. Et ouais, ça va avec la singularité de la personne, c'est selon comment tu interagis avec chaque personne que tu as autour de toi, et parce que chaque relation avec quelqu'un est différente. Est-ce que Laoussine, toi, dans ton rapport aux auteurs et aux réalisateurs, il y a aussi t'as l'impression que ça va réveiller différentes facettes de tes intérêts, en tout cas? Moi, mon intérêt, il est assez simple, hein, c'est que le film sorte, qu'il existe, et que le film existe. Quand je dis le film existe, c'est le film que désire le réalisateur, l'auteur, sorte. Et donc, mon boulot, c'est de faire en sorte et de mettre en place tous les moyens pour que cette vision existe. Et après, nous, on accorde une grande place parce qu'en France, il faut savoir que la place du scénariste est en train de bouger. Pendant longtemps, encore maintenant, et c'est l'un des héritages de la nouvelle vague, il y a le sacro-saint auteur-réalisateur qui a une vision d'artiste inébranlable, et quiconque viendra la remettre en question n'est qu'un monstre. Aujourd'hui, maintenant, les scénaristes, et je trouve ça très bien d'ailleurs, prennent une place, et la place qu'ils méritent, parce que c'est un métier avec des techniques, des formations. Et donc nous, on est très très à l'écoute des scénaristes. D'ailleurs, on travaille toujours, on fait toujours le binôme scénariste-auteur, et on
aime bien épuiser nos scénaristes. Je pense à Cédric Ido. Pour ensuite leur mettre dans les pattes quelqu'un qui va venir en consultant. Une fois que tu n'as plus de jus, je te mets quelqu'un qui va t'apporter le recul que tu n'as pas. Donc oui, je ne suis pas acteur, je ne suis pas scénariste, enfin, je ne me vois pas comme ce que vous pouvez dire. Moi, je suis vraiment là juste pour, vous avez besoin de quelque chose, ok, on va trouver les moyens pour que vous l'ayez. Ok, eh ben, merci beaucoup. Et du coup, on va enchaîner avec la partie suivante. Et en fait, c'est rigolo parce que donc, quand on a préparé cette table ronde, vous étiez chacun individuellement. Et c'est assez drôle que tous, quand je vous ai demandé comment développer sa singularité, donc quelque chose de très individuel, finalement, vous m'avez quand même tous répondu qu'il fallait s'entourer à un moment donné. Donc le collectif a l'air très très important. Et donc du coup, comment est-ce qu'on s'entoure de ce collectif? Et là aussi, je voudrais commencer avec toi, parce que tu travailles en binôme. Oui, j'ai cette chance. Est-ce que, voilà, est-ce que tu peux nous parler de ce binôme et de comment est-ce que vous travaillez en partageant une vision commune, mais en étant deux, et comment est-ce que ça se passe, quoi? Ouais, on est deux producteurs, et moi j'ai la chance, et vraiment c'est un privilège de ouf, je bosse avec ma meilleure amie. Ce que je ne conseillerais pas forcément à tout le monde, parce que ça peut être des sources de conflits, mais en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas pour nous. On s'est rencontrés quand moi je n'étais pas du tout dans le cinéma, j'étais dans un autre univers assez éloigné, et on s'est rencontrés sur des sujets sociaux communs, et on s'est rendu compte qu'on aimait aussi le même cinéma. Mais là où le collectif est très important, effectivement, dans le cas de la production, et c'est des choses que j'entends beaucoup avec d'autres amis productrices et producteurs, c'est que j'ai un ami producteur, justement, avec qui j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps, qui me disait que c'est dur d'être seul dans ce métier. C'est vraiment très dur. Et donc, moi, j'ai cette chance qu'on soit deux. On est très complémentaires. On fait un peu tout ensemble, mais on discute de tout. Il n'y a vraiment pas de tabou. On se dit les choses, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. On va avoir des idées. Enfin, je peux avoir une idée qui sort de nulle part et qui va être une bonne idée, comme il lui arrive très souvent d'ailleurs d'avoir d'excellentes idées où tu dis « Ah tiens, ça débloque une situation ». Et sur le côté équipe, quand on est producteur, il y a cet aspect. Là encore, c'est un mot un peu bullshit, mais la famille. Nous, on a des auteurs, réalisateurs, réalisatrices avec qui on travaille depuis le début. Il y a Sébastien Tullard, par exemple, avec qui on a fait 3 courts-métrages, qui a fait son premier long avec nous, qui a 3 ou 4 longs déjà en écriture, enfin 2 qui sont en écriture et plus ou moins en financement. Pareil, on a une jeune réal qui a fait des cours avec nous, avec qui on passe au long. Voilà, il y a ce truc de s'entourer des gens qui ont pas forcément la même vision que vous, mais qui regardent dans la même direction. Voilà, c'est très important de bien s'entourer. Et là encore, pas forcément des gens avec qui on est tout le temps d'accord. C'est bien de se remettre en question et de remettre les autres en question. Ok, bah, merci beaucoup. Et on va passer d'un binôme à un autre. Un binôme, vous êtes là tous les deux. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur déjà comment est-ce que vous avez commencé à travailler ensemble, et puis comment est-ce que ça a fonctionné, en tout cas peut-être plus sur le long entre vous deux. Je vous laisse. Je commence par le début. En fait, donc moi j'étais en train d'écrire une adaptation d'un livre de Boris Vian en court-métrage, et le producteur avec lequel je travaillais, Jean-Christophe Soulajon, m'a parlé de Yacine pour m'aider à écrire, en fait. Et donc c'est lui qui a suggéré la bonne idée de travailler en binôme. Donc on s'est rencontrés avec Yacine parce que lui avait développé un documentaire sur le cinéma de Boris Vian. Donc on s'est entendu sur Boris Vian, et après quand on a commencé à développer le long, il s'est passé plein de trucs. Ouais, vraiment beaucoup de, je sais pas comment on peut raconter, mais de péripéties. Beaucoup de péripéties. Ah, peut-être je peux raconter de mon point de vue déjà. Non, mais parce que quand on a, en fait, donc c'est comme j'avais dit, c'est quand j'ai commencé
à travailler avec Yacine, je me suis dit, ah, c'est possible d'écrire un long. Avant, je ne l'avais jamais imaginé, parce que comme je viens de l'animation, c'est vrai que dans l'animation, il y a beaucoup de réalisateurs qui passent jamais au long, parce que c'est pas forcément une envie, enfin, c'est tellement long. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est possible. Donc, j'ai eu une idée, mais j'avais des... En fait, j'ai justement pas voulu développer un point de vue singulier. Et je pense que c'était là l'erreur du premier film. C'était que j'ai commencé à vouloir faire un film hyper sérieux, qui parlait pas de quelque chose que je connaissais, et surtout avec un langage qui n'était pas le mien, avec un ton qui n'était pas le mien. Et donc j'ai voulu partir de l'adaptation d'un livre. Donc on a commencé à travailler avec Yacine comme ça. Et en fait, on s'est un peu trompé, par ma faute, hein, pendant 6 mois où on a écrit un projet qui n'était pas du tout quelque chose avec lequel finalement j'étais à l'aise et que j'étais capable de défendre. Et au bout de 6 mois, à force de résidence et de discussions et tout, j'ai dit, bon, bah, en fait, je vais encore parler de ma famille. Et puis du coup, on a bifurqué, et on a retravaillé. Mais enfin, moi, j'ai appris à écrire un scénario avec Yacine. C'est-à-dire que je tâtonnais, et il était très pédagogue. Voilà. Très patient. Et oui, ça a été une grosse aventure. Après, sur les 3 films, les choses ont beaucoup changé. C'est vrai que en fait, on s'est rencontrés à l'ombre de Boris Vian, et je pense que ça a quand même... moi, j'étais fan de Vian, j'avais lu beaucoup de choses, Chloé aussi. Et en fait, finalement, ça a coloré un peu notre collaboration ou notre rencontre, parce qu'il y avait un élément de sensibilité commune. Et d'ailleurs, un peu sur le fond de la boutade, sous le ciel d'Alice, c'est un peu un côté l'écume des jours au Liban aussi, sur ce couple qui s'aime très vite, et ensuite les murs se rétrécissent, la guerre arrive, etc. Donc ça a impulsé quelque chose, et il y avait quelque chose de l'ordre du territoire de l'enfance, très très fort dans la manière dont on imaginait. Donc Chloé venait avec des images que j'essayais de faire fonctionner, et dont je m'appliquais à briser ses rêves et ses envies, séance d'écriture après séance d'écriture. Et c'est vrai que j'ai l'impression que être co-scénariste, en tout cas dans ce cas-là, c'était alternativement, si on était 2 enfants qui jouent comme ça dans leur chambre, alternativement j'étais le petit frère avec Chloé qui me dit, bon, déguise-toi en indien, on va jouer sur le toit, et on est obligé de dire d'accord. Et alternativement, je suis le parent qui débarque et qui dit, est-ce que vous avez fait votre devoir, rangez ça, jouez plutôt là. Et fallait à la fois accompagner Chloé, enfin, faut pas brider, faut accompagner, faut donner la chance aux idées, et en même temps, faut être à certains moments dans la rupture, dans une sorte d'autorité, c'est pas le bon terme, mais de surplomb, pour aussi justement éviter la complaisance, être sûr qu'on tombe pas dans l'anecdotique, être sûr qu'on va pas s'épuiser sur quelque chose qui risque de s'émousser très très vite. Donc et en même temps, j'ai aussi appris plein. Enfin voilà, j'ai aussi découvert. Enfin voilà, on avait commencé 6 mois sur une adaptation, on a fait de notre mieux, c'était plutôt bien ficelé, mais globalement, effectivement, voilà, c'était bien ficelé. C'était pas malhonnête. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on s'est retrouvé en résidence au Groupe Ouest, et qu'en gros, en substance, les gens autour de la table et les consultants ont dit, mais Chloé, t'es où là-dedans, entre guillemets, et que Chloé n'a pas su répondre, et ben voilà, c'était la preuve qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Et quand Chloé, au bout d'une consultation avec Jacques Akchoti, enfin plusieurs consultations, mais il y a eu une grosse consultation où elle a dit, bah moi en fait je voulais parler de ma famille au Liban, et je voulais raconter cette anecdote, qui par ailleurs sont pas dans le film. À la fois je me suis effondré parce que je me suis dit, oh mon Dieu, il faut tout reprendre, et en même temps ces anecdotes-là et la manière dont elle en parlait étaient 1000 fois plus intéressants que ce qu'on avait essayé de faire de manière un peu scolaire. Donc voilà, il faut à la fois suivre et à la fois surplomber à des moments, et personne ne dit quand on doit changer de statut en plus. Il n'y a pas de règle, donc c'est aussi pour ça, et puis ça dépend de la confiance et de l'énergie qu'il y a dans la collaboration. Voilà. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu, mais... Non, mais c'est très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, Chloé? C'est juste que, en fait, le film, il a aussi une mise en scène qui est un peu particulière, parce que c'est un mélange d'animation et de prise de vue réelle. Mais au moment de l'écriture, c'était aussi intéressant parce qu'on avait cette espèce d'outil qui était l'animation, où on pouvait s'autoriser en fait d'écrire des scènes qu'on n'aurait jamais pu s'autoriser si on était dans une écriture classique, enfin dans une mise en scène classique. Voilà, donc il y avait aussi cet enjeu-là au moment de l'écriture qu'on gardait en tête.
Et oui, et juste je rebondis, c'est vrai que le fait que la mise en scène de Chloé soit aussi encore en friche au moment où le film s'écrivait, parce qu'elle allait changer de langage, elle sortait de la stop motion et de la pixelation qui était dans ses courts-métrages précédemment pour aller vers quelque chose de plus, j'aime pas le terme hybride, mais même nous on savait pas à quoi ça allait ressembler. Ça nous a amené à beaucoup réfléchir et à beaucoup même discuter de la manière dont elle voyait les images pour ensuite venir nourrir le récit. C'est pour ça qu'écrire un scénario, c'est pas seulement écrire une histoire, c'est en fait écrire une promesse de film qui va donner envie à plein de gens de faire exister ce film. Et on ne pouvait pas déterminer l'histoire ou le rapport aux émotions ou même la place de la violence ou plein de choses comme ça, tant que la texture même des images et de quelle technique allait être utilisée, tout ça n'était pas totalement tranché. Donc on avançait un peu sur les deux jambes et c'était un énorme travail, mais c'est ce qui a permis au film de trouver aussi finalement une forme qui est assez assurée au final, je pense. Eh ben, merci. Et donc, du coup, toujours dans la volonté d'explorer le comment est-ce qu'on s'entoure, Héloïse, je voulais te parler de l'agence Colette et donc comment est-ce qu'on rencontre son agent, comment est-ce que c'est important, à quoi ça sert un agent. Ok. Et peut-être aussi, tu peux en profiter pour décrire un petit peu plus l'agence Colette, parce qu'elle a une espèce de ligne directrice, en tout cas engagée. Ça marche? Ouais, oui. C'est bon, pardon. Colette, comment on rencontre son agent? Il y a différentes manières. Soit l'agent vous démarche, soit vous démarchez l'agent. Soit quelqu'un vous suggère à l'agence, ça peut aussi fonctionner. Dans mon cas, moi, c'est moi qui avais envoyé un mail. Parce que, en fait, comme je disais à Sophie quand on s'est eu au téléphone, j'avais une fille qui était dans mon ancienne agence qui m'avait parlé de l'agence Colette, et quand elle m'en a parlé, j'étais là en mode ça a l'air cool quand même. Et je me suis dit tiens, je vais regarder ce qu'elle fait, et en fait c'était devenu ma target. Donc j'étais en mode je rentrerai dans cette agence là et pas une autre, et ça a fini par fonctionner parce que je sais pas, par détermination, parce que si mon profil l'intéressait, etc. Avec Colette, donc quand je suis arrivée, elle n'était pas en France, donc on a tout fait plus ou moins à distance. Et quand on s'est vu les premières fois, c'est comme si on se connaissait plus ou moins déjà. On a des valeurs assez similaires. Moi, je suis comédienne, mais avant, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. J'avais fait de la communication et j'étais plus ou moins commerciale. En fait, elle a un profil un peu similaire. Donc avant, elle a été dans la communication marketing. Et c'est vrai que je me suis vachement retrouvée dans cette manière-là de faire quelque chose avant, et en fait de dire non, ça me va pas, je vais utiliser ces compétences-là que j'ai fait avant pour les mettre à mon service aujourd'hui sur mon art. Et je pense qu'avec Colette, on a créé une bonne alchimie. C'est pour moi, aujourd'hui, comme je vois un agent, c'est plus un agent, c'est une collaboration que tu as avec. C'est pas il bosse pour toi, c'est ensemble qu'on avance en se tenant la main plus ou moins. Et c'est important de le voir parce que je pense qu'on est chacun, même si on peut pas faire forcément cavalier seul, on est chacun maître de notre carrière. Donc si on a envie de réussir, si on est pugnace, si on y croit et qu'on est déterminé, on ne va pas laisser juste une personne, son agent, gérer sa carrière. On va vouloir avancer, faire des choses aussi pour créer des projets, pour s'entourer, pour faire des festivals, pas utiliser l'agent, mais être en collaboration avec son travail pour se dire, peut-être que je connais cette personne-là qui peut t'aider, et en fait chacun se donner des contacts qu'on apprécie et qu'on pense être bons pour les autres, et c'est comme ça qu'on peut agrandir son réseau. Mais voilà, et puis là avec Colette on a créé un collectif dans l'agence, donc c'est-à-dire on est tous les acteurs de l'agence, on fait des ateliers ensemble pour faire des rencontres métiers, donc pas forcément que des directeurs de casting, mais par exemple une fois on avait eu l'idée de se dire, on l'a pas encore fait, mais faire venir une coordinatrice d'intimité pour que justement tout le monde soit plus ou moins au courant de comment ça se passe, de s'il a des questions, qu'il sache qu'il est écouté, et que en fait
son agent et les gens de son agence peuvent être avec lui et qu'on est plus ou moins tous dans le même bateau et qu'on est là pour s'entraider, quoi. Merci. Je voudrais juste rajouter sur l'agence Colette, je pense que tu t'en diras peut-être plus que moi, mais c'est surtout une agence qui s'est donnée comme vocation d'accompagner les projets justement qu'on qualifie de singuliers, les personnalités aussi singulières pour les aider à apparaître à l'écran. C'est vraiment, en tout cas, quand j'ai connu Colette, c'est vraiment ce qui m'a séduit et j'imagine que c'est ça. Oui, c'est une de ses valeurs principales, c'est ça elle est très engagée, elle est très très engagée dans le cinéma, dans le côté singulier, dans en fait, tout ce dont on a pu parler là déjà depuis le début, quoi. Là, d'ailleurs, l'agence a un très joli, enfin, je sais pas si ça s'appelle un promo reel, mais une présentation de ses activités et qui est vraiment très réussie. N'hésitez pas à la regarder parce qu'on y voit toute catégorie d'acteurs. Oui, merci. Voilà. Eh bien, parfait, parce que Isabelle, c'est à ton tour. Et donc, tu as déjà un petit peu déblayé la question, mais tu vas pouvoir un peu plus la creuser là, sur comment est-ce qu'on s'entoure, et notamment le réseau associatif. Donc, tu en as déjà dit un petit peu, mais peut-être aussi sur, par exemple, la séquence 7, les activités en festival, le fait de s'entourer, de ne pas être tout seul, etc. On t'a aussi parlé des résidences, mais peut-être que ça viendra plus tard. Oui, c'est après. D'accord. Oui. Donc, je ne dévoile pas tout. Donc, bien s'entourer, oui, j'en ai quand même déjà pas mal parlé. Donc, que dire de plus si ce n'est, oui, de multiplier les présences en festival. Alors, si quand même bien s'entourer, ça veut quand même dire choisir. Ce que font pas beaucoup les auteurs, c'est choisir. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer des producteurs, vous avez tendance à vous dire pourvu qu'il accepte mon rendez-vous. Or, c'est vrai qu'au début, c'est un peu comme ça. Mais gardez quand même en tête de ce que vous voulez, vous, comme producteur, tout le temps. Tout le temps, n'oubliez jamais ça. Même un producteur très installé, très connu, peut ne pas vous correspondre, ne pas correspondre à votre projet. Donc, vraiment, faites un travail en amont auprès des producteurs. Regardez les films qui sortent, ceux qui vous ont plu. Regardez les CV des producteurs. Et même si vous rencontrez des producteurs qui ne sont pas ceux avec lesquels vous rêvez de travailler, parce qu'il faut quand même s'entraîner. Eh bien, gardez ça en tête. Dites-vous, est-ce qu'il me plaît vraiment? Est-ce que j'ai envie de travailler 2 ans avec lui? Est-ce qu'il me comprend? Parfois, le producteur vous dit des trucs sur votre projet, vous ne voyez pas très bien ce qu'il veut dire, mais vous dites c'est pas grave. Non, en vrai, il doit comprendre votre projet tout de suite, comprendre vos intentions. Il doit aussi accepter que vous ne soyez pas d'accord avec lui. Testez vos producteurs, n'hésitez pas, excuse-moi. C'est très Parce juste. que ça évite peut-être des conflits juste. terribles au bout d'un an. Donc n'hésitez pas, posez-leur des questions pour voir comment ils réagissent sur des sujets qui sont importants pour vous. Donc dans la partie bien s'entourer, vraiment, moi je l'ai vu à l'épreuve de séquence 7, c'est rencontrer un max de réalisateurs et choisir. Et c'est vraiment, faites tout pour choisir votre réalisateur. Donc en vrai, quand vous êtes devant, faites-lui passer un casting. Moi j'ai fait on organise alors là je pars un peu dans l'anecdote, mais on organise des prod dating pour séquence 7. Donc on reçoit des auteurs de la FJPI. Des producteurs de la FJPI. Des producteurs de la FJPI qui donc nous reçoivent en rendez-vous. Donc moi je l'avais jamais fait, je me suis dit tiens je vais le faire. Et donc j'ai rencontré 3 producteurs et franchement j'en ai vu un qui je me suis dit mais c'est pas ça qu'il nous faut. La personne n'écoutait pas, ne s'intéressait pas vraiment à mon sujet. Après elle a le droit d'être fatiguée et de pas s'intéresser, hein. Oui, mais c'est vrai, il te ressemblait beaucoup. Ah. Non, pas du tout. Mais et voilà, et ça c'est des choses qu'on ne doit pas accepter. Donc, il fait ce qu'il veut, ça avait le droit de ne pas l'intéresser, tout ça. Mais par exemple, ça, c'est quelqu'un qu'il ne faut surtout pas travailler sur ce projet. Voilà, même s'il se réveille 3 jours après, il y a un truc quand même qui ne s'est pas bien passé. Soyez exigeant. Voilà, bien s'entourer, c'est être exigeant. Et pour moi, vraiment, le producteur, c'est quand même le nerf de la guerre, parce que les agents, c'est hyper important, c'est un énorme soutien moral, ça aide beaucoup. Mais vraiment,
rencontrer des producteurs. Moi, je pense que, bon, évidemment, trouver des co-auteurs, des gens avec qui échanger, comme je l'ai dit avant, mais là, rencontrer beaucoup de producteurs et faites votre choix. Et travailler. Enfin, travailler, ça veut dire chez soi, voir son line-up. Vraiment, faut vraiment bosser à la maison avant de rencontrer la personne. Voilà. Là aussi, est-ce que tu as une réaction Non, mais non, mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est voir un peu le line-up des producteurs avec qui on a envie de travailler. Et il y a aussi un autre aspect, c'est il y a une façon aussi d'aller aborder les producteurs. Si jamais on a, c'est des trucs, j'ai envie de dire, c'est limite du savoir-être. Mais moi, je l'ai vu, des gens qui viennent te voir à un moment où c'est pas du tout le moment et te disent, écoute, j'ai un truc à te pitcher. Et tu vois pas que c'est pas le moment. Et bah là, tu donnes juste ton mail, tu fais, et c'est pas, c'est pas le bon moment, mais tu donnes ton mail et tu dis bon, je lirai plus tard alors que c'est dommage, hein, si ça avait été fait de la bonne façon, le pitch est toujours mieux que juste envoyé par mail. Mais je souscris à 100% à ce que tu dis. Eh ben, merci beaucoup. Et on va arriver à notre dernière partie avant de donner la parole à la salle. Donc préparez bien vos questions. Mais écoutez aussi en même temps ce qu'on raconte. Sachez faire deux choses en même temps. Du coup, là dans la dernière partie, on voulait parler de comment est-ce qu'on encourage la singularité, mais plutôt des autres cette fois-ci, qui est un peu finalement on arrive enfin à comment est-ce qu'on fait émerger la singularité des autres. Moi, Yacine et Chloé, quand on a discuté séparément et ensemble, il y a quelque chose qui est revenu et que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans votre duo, il y a plusieurs temps de collaboration, et notamment le temps de l'écriture et du scénario qui va permettre de chercher le financement. Et puis ensuite, il y a la partie du scénario qui va être produit, et le moment où Chloé part en tournage, et comment est-ce que votre binôme est une force à ce moment-là. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes étapes et de comment est-ce que ça a été important pour vous de pouvoir être présent, pas de la même manière, mais de pouvoir avancer dans le film de cette manière? Juste peut-être brièvement, ce qui a été super important, et là encore une fois, on parle de partenariat au long cours, c'est qu'on est passé au long métrage ensemble. Et donc en fait, Sous le ciel d'Alice, c'est le premier long métrage, mais c'est le 3e film. Et donc en fait, la méthode de travail sur le fait d'adapter entre guillemets le scénario à la prépa, ensuite de réécrire des morceaux de dialogue ou de voix off, ou que le scénariste puisse avoir un regard en montage, etc. Et ben, c'est des choses qui se sont trouvées et éprouvées au fil des films. Donc finalement, quand on est arrivé sur Sous le ciel d'Alice, on a continué entre guillemets à travailler de la même manière, même si le projet était très différent, les enjeux aussi, les collaborateurs aussi, mais cette manière de fonctionner dans le tandem avait pu être testée. Et ça, c'était super précieux, je pense. Parce que c'est vrai que du coup, Yacine, c'est un peu la personne qui connaît le mieux le projet dans l'équipe. Et quand on arrive en prépa, il y a forcément il y a des contraintes de tournage. Et chacun dans l'équipe va dire tu penses pas qu'on pourrait enlever cette scène parce qu'en fait elle sert à rien, mais en fait on comprend que c'est parce qu'elle coûte très cher. Donc c'est bien que là il y avait Yacine qui disait mais attends, mais non, parce que si on enlève cette scène, n'oublie pas qu'on l'a mise là parce que 3 scènes plus tard, il faut que la réaction elle vienne de quelque chose. Donc voilà, c'était toujours voilà, il y avait toujours ce repère de Yacine qui est la personne qui connaît mieux le film et vers qui je pouvais aller pour pas dénaturer complètement le projet. Et après, quand c'était des choses vraiment qui n'avaient pas d'importance, du style, en fait, ça coûte très cher de tourner une scène dans un avion, dans un aéroport, je disais à Yacine, qu'est-ce que tu penses si en fait ils se disent au revoir en bas de chez eux? Mais il disait, en fait, c'est vrai que ça change rien. Mais j'avais quand même besoin de toujours retourner voir Yacine, le pauvre, pour avoir son accord un peu. Oui, puis en plus, il faut aussi je pense que c'est important, ou c'est bien quand il y a ce rapport-là, mais il faut aussi en tant que scénariste qu'on sache que le réel a raison
En fait, c'est-à-dire qu'il faut aussi faut pas. Je pense que le rôle que j'avais, c'était pas simplement de dire oh bah non. C'était aussi, par exemple, quand il fallait enlever des jours de tournage ou que je sais plus un moment où Wajdi pouvait pas être là pour une scène et qu'on a dû réfléchir à des choses comme ça. C'est aussi pouvoir s'adapter au réel. Et ça, c'est très très important en fait de savoir que le réel, les cachets, les jours de tournage, le nombre de décors, les décors naturels, les saisons, et ben ça impacte forcément et que ça sert à rien de se figer au texte. Il faut au contraire être vachement sûr de son sens et de ses intentions pour être sûr de ce qu'on doit préserver dans le sens, mais de ce qu'on peut modifier ou changer dans l'exécution. Et donc, il ne s'agit pas de dire « Oh non, pas la page 14, il y a mon super implant ou il y a ma super punchline ». Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de dire « Ok, voilà, il faut enlever des scènes, ça va arriver ». Et c'est le cas sur tous les films. Très honnêtement, j'ai pu coécrire de différentes manières 4 films qui se sont faits. Et selon les cas, il y a eu plein de changements. Et à chaque fois, sur 3 des 4 films, j'ai pu travailler en prépa. Et j'ai pu voir que la prépa, c'est aussi un moment de très très grand stress pour le réalisateur ou la réalisatrice, où on passe d'un texte qui est extrêmement sculpté parce qu'il faut plaire aux commissions, à tout d'un coup un texte qui peut être presque une sorte de, pas de boulet, mais qui est tout d'un coup, là, il est compliqué ce scénario quand même, et puis il faudra enlever 10 pages, il faudra enlever 2 jours, etc. Enfin, tout d'un coup, quelque chose qui donne l'impression d'encombrer. Et c'est important en tant que scénariste d'accepter ça et de trouver des solutions des fois très très concrètes pour permettre d'économiser de l'argent ou de préserver les scènes importantes sans dénaturer le film. Et ça, c'est aussi un exercice que j'ai pu... d'ailleurs, je parlais des courts-métrages, j'ai réalisé 2 courts-métrages, ça n'a pas du tout été une expérience très épanouissante à titre personnel, mais ça m'a permis de me rendre compte que c'est très très dur de réaliser. Et vraiment, j'ai fait des prépas. J'ai fait des prépas de courts-métrages, mais j'ai fait des prépas. Et donc, c'est bête, mais ça donne une sorte d'empathie envers le réalisateur ou la réalisatrice, voilà, pour chacune des étapes, et savoir à quel moment le réal est un peu très entouré, puis très seul, ou submergé, ou voilà, comment on arrive dès le premier jour de tournage en tant que réal, entre guillemets, en ayant déjà combattu, fait traverser plein de guerres, plein de guerres. Et quand on dit le premier action le lundi matin du premier jour, c'est pas le début de quelque chose, c'est aussi 5 semaines, 6 semaines, 4 mois de prépa ou autre, avec des choses auxquelles on a dû renoncer, des choses pour lesquelles on s'est battu. Et juste, moi, le savoir, ça m'aide à respecter déjà la place du réal et à pas me vivre par procuration, et puis aussi à l'accompagner, j'espère, le mieux possible. Eh ben, merci. Yacine, tu m'as envoyé le scénario que j'ai lu, du coup. Et j'ai été assez surprise. En fait, j'avais pas réfléchi avant, mais c'est vrai que y a des parts d'animation et des parts pas animées dans le film. Et je me demande comment est-ce que ça... parce que j'ai l'impression que c'est le scénario que tu m'as envoyé, il est extrêmement bien ciselé. Enfin, vraiment, c'est une magnifique tapisserie entre l'animation et ça. Enfin, je veux dire, j'étais surprise à quel point ça se ressentait vraiment au scénario, en fait, déjà. Et je me demande comment est-ce que ça s'est installé, tout ça, parce que ça me semble parce que c'est comme s'il y avait presque... Enfin, il y a 2 techniques différentes, mais en même temps, elles doivent se répondre, et il y a une espèce de continuité dans l'animation et tout ça. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? Et est-ce que ça a été assez vite clair ce qui relevait de l'animation et ce qui relevait de la prise de vue réelle, ou au contraire, est-ce que ça a été plus compliqué à mettre en place, cette mosaïque, quoi? En fait, c'est vraiment plutôt... parce qu'on utilise l'animation comme un effet spécial, donc c'est plutôt on écrit la scène et en se disant elle peut être tournée en animation. Il y a des scènes qui étaient clairement dès le début en animation, il y a toute une partie qui se passe en Suisse, mais donc ça on voulait que ça soit en animation parce que ça reflétait le sentiment qu'avait le personnage principal sur la Suisse, qui est un pays pas en plastique, mais voilà, très froid, très... donc Pardon, ça allait avec... Suisse. C'est pas à moi qui le pense, c'est le personnage du film. Et ça allait avec le fond. Mais donc c'était plus comme ça. On n'a pas... Enfin, je pense qu'on n'a pas essayé de trop théoriser pour pas se dire... parce qu'on est un peu contre les films où, par exemple, quand le personnage rêve, c'est de l'animation. Ou quand le personnage est en colère, il y a de l'animation. C'était vraiment de dire, c'est comme ce film est la vision du personnage sur sa situation, l'animation l'aide, enfin nous aide en tout cas à faire la mise en scène pour
qu'elle soit possible. Il y a même des trucs qui, au tournage, je ne savais pas si on allait les faire en animation ou en prise de vue réelle. La scène avec la racine, par exemple, au début, j'avais pensé la faire en animation, puis finalement, je me suis dit, bon, ça sert à rien qu'elle soit en animation. Donc, on l'a faite en prise de vue réelle. Mais souvent, il faut quand même, comme c'est des choses qui se préparent très en amont, l'animation, on ne tourne pas on fait pas de rush, quoi. Enfin, on peut pas se dire, ben, tiens, allez, on essaye, puis on verra. Ça, c'est pas possible. Enfin, si, mais on se fait tuer par le producteur. Donc, on évite. Et donc, c'est aussi très précis. Au moment de l'écriture, on est obligé d'être très précis. Oui, c'est pour ça encore une fois, écrire un film, c'est aussi écrire les images du film, même si c'est pas les images définitives, c'est impulser, trouver un langage, trouver autant que possible une sorte de direction de mise en scène dès l'écriture, enfin, que le scénario soit aussi un objet de désir très fort, un objet de séduction. Et c'est vrai que ce qui nous a aidé, après les images venaient souvent, très très souvent de Chloé, mais la manière dont on les faisait fonctionner dans le film, c'était aussi un travail commun pour que je puisse bien les décrire, que je puisse être sûr de ce qu'elle voulait. Et en tout cas, là où on a progressé ou passé un cap, je me rappelle, c'est qu'au début les gens disaient oh là là, quand on cherchait un prod, enfin quand Chloé surtout cherchait un prod, c'était oh là là, ça va être hybride, ça va être un patchwork. Alors qu'en fait, on s'est dit bah non, c'est un film avec une esthétique et une harmonie très forte, esthétique et visuelle. Et au sein de cette esthétique, il y a des changements de technique, mais on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la rupture ou de la cassure de rythme ou de texture. C'est toujours lié, comme disait Chloé, aussi à la manière dont Alice, celle du titre, voit et perçoit et ressent les choses. Et quand on a compris ça, ça a rendu les choses beaucoup plus facile même à l'écriture. Mais c'est vrai qu'il y a eu un long moment où même d'ailleurs Jacques Akchotti, encore lui du groupe Ouest, nous a dit écrivez presque comme une petite nouvelle. Ne me parlez pas d'effets spéciaux, ne me parlez pas d'anime, écrivez comme un petit conte. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'on a pu avoir toute cette réflexion aussi sur le rapport à l'esthétique, à l'animation ou pas. Parce que c'est vrai que le fait de faire un film avec plusieurs techniques, ça fait vraiment très très peur aux producteurs. Parce que le mot hybride, ça veut dire 300 là aussi, entrées. il a peur, là. Ouais, il a peur. Non, il a des mais- suées. Non, mais vraiment, c'est un truc qui terrorise, quoi. Comme si les spectateurs, ils allaient sauter de leur chaise quand la technique allait changer. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'au final, quand les spectateurs ils voient le film, c'est quelque chose qui ne les perturbe absolument pas. Et qu'au contraire, ils vont se souvenir de ça dans le film. Donc, voilà. Ça, c'est des producteurs qui oublient qu'ils sont aussi spectateurs. Mais après, le producteur qui a produit le film il adhérait complètement au contraire, parce qu'en plus, ça fait faire des économies de dingue. Donc, Et puis il y avait un principe de réalité aussi, c'est que Chloé venait du monde de l'animation, mais même au sein du monde de l'animation, elle n'était pas une puriste de l'animation, je ne sais pas comment dire. Et quand on avait envoyé le projet à des producteurs d'anime, les producteurs d'anime réagissent beaucoup en termes de technique. Ils sont spécialistes d'une certaine technique ou ils ont des studios qui s'occupent d'un certain mode de fonctionnement et tout ça. Donc pour eux, c'était pas totalement de l'anime. Pour la prise de vue réelle, c'était oh là là, mais allez voir les gens de l'anime, nous on n'y comprend rien. Donc c'est vrai qu'il a fallu trouver, encore une fois, la bonne personne et le bon partenaire pour croire au projet. et c'est ce problème de pas de référence de film. Quand on écrit un film qui n'a pas clairement un film de référence, où les producteurs, distributeurs, ça va faire tilt, surtout si on choisit un film qui a fait plein d'entrées, qui a rapporté plein d'argent. Là, ça va. Mais moi, je disais oui, ça va ressembler à Jan Svankmajer, un réalisateur tchèque hybride. Alors là, c'était pas possible. Donc voilà, c'est un peu le problème. Et puis parfois, il y a quand même des interlocuteurs et il faut s'entourer de gens qui n'ont pas peur de faire de la nouveauté. Merci. Et du coup, vous avez parlé un petit peu de votre travail en résidence au groupe Ouest. Et du coup, je vais en profiter pour faire transition résidence avec Isabelle pour justement comment encourager la singularité des autres avec l'expérience de singulier pluriel à Séquence 7. Tout à fait. En fait, quand je suis devenue présidente de Séquence 7, je voyais la scénaristerie de l'autre côté qui faisait beaucoup de résidences. Et je m'étais dit, il faudrait en faire une. J'ai envie qu'on fasse une résidence, mais qu'elle accompagne les auteurs à notre façon. Enfin, en tout cas, c'était pas très, très clair dans ma tête, mais j'avais envie de faire quelque chose de très soutenant. Voilà, pour aider des débutants qui avaient des projets qui m'intéressaient,
pour des raisons voilà, personnelles, moi je m'intéressais à tout ce qui était un peu singulier, qui avait du mal à se monter ou qui aurait du mal à se monter. Et puis j'ai commencé à en parler à Sophie, qui a trouvé que cette idée était bonne et qui a permis de clarifier mes idées et qui est donc arrivée à l'idée qu'on lance une résidence sur des populations, des territoires peu ou mal représentés dans l'audiovisuel. Donc en gros, on est parti moi je partais de, pour être plus clair, de ouais, les personnages féminins au cinéma, et ils sont tous nazes. et puis voilà, puis j'en ai marre, ça fait 10-15 ans que ça dure. Et Sophie, elle était aussi évidemment sur ces sujets, mais elle me dit oui, puis la diversité est assez mal représentée quand même, pas très présente. Je dis, ah ouais, il y a ça. Puis après, on a continué. Puis on s'est dit, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et encore d'autres choses auxquelles on n'a sûrement pas pensé. Il y a l'agisme, les problèmes, le fait que les femmes disparaissent à partir d'un certain âge à l'écran. Il y a une forme aussi de grossophobie. Enfin, il y a plein de thèmes, en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sujets. Et on s'est dit, faisons une résidence où tous les gens porteurs de ces sujets, qui nous semblent vraiment les porter avec cœur et sincérité, puissent les démarrer. Et qu'on puisse leur apporter la technicité. Donc, on a lancé un appel à projet, en fait. On a dit, si vous avez un projet, on n'a pas mis singulier, on a dit singulier pluriel, je ne sais plus. Singulier pluriel, c'était le titre de la résidence. Voilà, et on a dit... Petite précision pour les gens, c'était pour l'écriture d'un premier long métrage. Un premier long métrage. Sans exigence de formation. Voilà, ouais, on voulait que ce soit pas cher du tout pour que ça soit aussi proposé à des gens qui avaient peu de moyens. Donc nous, on avait proposé 8 jours de résidence dans un château classique, qui était pas cher. On faisait payer les gens 400 €. Et la prochaine, on aimerait que ce soit gratuit, parce qu'on voudrait vraiment que ce soit accessible à tous. Et là, dans cet univers, on a réussi à sélectionner 6 projets, je crois. Au départ, je ne sais plus combien il y en avait, mais enfin, c'était ouvert à tous, donc il y en avait quand même pas mal. Hein. Puis on les a sélectionnés au fur et à mesure. Et puis ces 6 personnes, on les a accueillis, on les a beaucoup entourés, d'abord parce que c'était notre premier projet. Donc il y avait un script doctor, il y avait Sophie qui servait de faire en sorte que tout le monde soit content. Je ne sais pas comment on dit. Voilà, c'est mon travail, faire en sorte que tout le monde soit content. Et moi, je faisais le lien avec la maîtresse de maison qui possédait le château et qui nous recevait, parce qu'elle avait son petit caractère de châtelaine. C'est une sorte de Valérie Lemercier. Super sympa, mais voilà. Donc en fait, on a tout fait pour que les gens se sentent bien et se professionnalisent et s'affirment sur leur sujet. À l'issue de ça, personnellement, moi, je suis vraiment ravie. Sophie était aussi porteuse d'un projet, même si elle ne l'avait pas soumis pendant la résidence. 5 personnes, dont Sophie, ont proposé leur projet à la Bourse Beaumarchais. Et en fait, sur les 5, il y en a quand même 3 qui ont passé les 2 premiers échelons. Donc, ils ne sont pas arrivés au dernier échelon, mais quand même 3 sur 5, moi, je faisais des petits bonds de joie. C'est énorme. Mais oui, c'est énorme parce que c'est des gens qui étaient donc des débutants quand même, alors que la Bourse Beaumarchais est ouverte à tous. C'était des gens donc, qui avaient des projets singuliers. Donc, le fait qu'on en ait eu 3 sur 5 qui soient retenus et qui aient passé les 2 premières étapes, ça a donné énormément confiance à ces personnes qui l'ont eu. Donc, ça leur a donné une confiance qu'elles auront toujours, même sur ce projet, mais aussi sur les autres projets. Donc, je trouve qu'on a rempli notre mission avec cette résidence. Voilà, donc on voudra en faire d'autres le plus possible et amener les projets le plus loin possible. Voilà. On les a aidés aussi à monter leur dossier Beaumarchais. Ce n'est pas du tout insurmontable, hein, ça faisait partie de la mission qu'on s'était donnée, mais c'est quand même eux qui l'ont déposé, eux qui ont fait ça, quoi. Donc voilà, moi je suis ravie et c'est pour ça qu'on a décidé de monter l'association et de continuer. Voilà, puis nous aussi on est porteuses de projets qu'on trouve singuliers, donc on s'aide aussi. Juste pour compléter aussi, donc du coup cette résidence elle a lieu en automne 2022 et donc ils ont été accompagnés par Sophie Muller pendant cette période-là. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que quand on a fait les oraux, donc Sophie a participé simplement aux oraux, il y avait eu 3
étapes de sélection avant. Et Sophie m'a dit, en fait, avant d'assister à vos oraux, j'étais plus sur des questions de choisir des projets qui avaient déjà des forts potentiels dramaturgiques. Et en fait, de voir cette alignée de projets plus singuliers les uns que les autres, ça m'a fait un bien fou. Et du coup, j'étais assez contente aussi de ça. Et c'est aussi ce qui s'est passé pendant la résidence, c'est-à-dire que ça arrive souvent quand on a un projet singulier, que quand on se retrouve dans un atelier ou dans une résidence, on est le seul projet bizarre et porteur de ça. Et du coup, on va un petit peu avoir l'attention sur nous, des fois peut-être trop d'attention ou trop de questions qui sont plus de la curiosité que quelque chose qui va faire avancer. Et en fait, là, ces 6 personnes-là, ils étaient tous bizarres ou aucun bizarre. Et du coup, il n'y avait pas du tout cette dynamique-là. Et j'ai l'impression que pour eux, c'était aussi très reposant d'être pris comme chacun avec son projet. Et on avait aussi fait en sorte pour pas mettre en avant, il y avait des grandes différences de niveau, puisqu'on a eu des auteurs qui avaient déjà des producteurs pour leur long métrage. Il y avait une jeune femme qui n'avait jamais écrit de scénario de sa vie et qui est institutrice. Juste, je dirais, parce que notre critère de choix, et c'est peut-être la différence avec d'autres résidences, ce n'était pas du tout justement le niveau dramaturgique, c'était le sujet. Et la façon dont la personne portait son sujet. Voilà. Et donc du coup, entre la personne qui a déjà un producteur et la personne dont c'est la première fois que pour le concours qu'elle écrit un pitch, qu'elle écrit un synopsis, et qu'elle va être amenée à écrire une scène dialoguée pour la première fois. Donc du coup, on avait fait en sorte aussi d'avoir des temps d'accompagnement spécifiques et des temps d'accompagnement ensemble, pour que dans les temps d'accompagnement ensemble, elles ne se sentent pas à la ramasse et que ce ne soit pas non plus tout le temps toi, tu connais rien, alors on va t'expliquer, pour essayer un peu de les faire dialoguer tous à égalité. Et ensuite, une fois que la résidence a été terminée, ça a ouvert plein de pistes pour eux. 8 jours, c'est à la fois long et en même temps, c'est rien du tout. Donc Isabelle et moi, on les a accompagnés ensuite de l'automne jusqu'en mars de 2023, où là, on les a fait écrire des dossiers qui soient présentables à un producteur, et on les a fait présenter au CNC leur projet devant des producteurs. Et du coup, Sophie a employé le mot bizarre. Du coup, ça m'a rappelé l'ambiance de la résidence, parce que c'est vrai qu'on avait choisi que des projets évidemment difficiles. Ils étaient tous compliqués. Et je m'étais dit, mais comment on va mettre toutes ces personnalités ensemble, tous ces sujets ultra sensibles ensemble? Je me disais, est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce qu'ils vont se comprendre mutuellement? Mais il y avait des problématiques tellement éloignées les unes des autres. Et en fait, chacun a suivi son chemin en respectant les autres. Ça a pas fait, ils n'ont pas fait une bande à échanger sur leur projet, mais ils se sont sentis individuellement à l'aise. C'est-à-dire que personne ne s'est impliqué dans le sujet du voisin, puisqu'ils étaient trop singuliers chacun. Mais ils ont tous pu se sentir singuliers parmi d'autres personnes singulières, quoi. Et ça, c'était génial. Moi, j'avais un peu peur de ça. Je me suis dit, comment ils sont tous tellement différents. Et puis, ça a marché. En tout cas, cette édition-là. Donc nous, on essaye d'en refaire une deuxième. Et donc voilà, donc ça a pu créer un espèce de groupe aussi. Et en parlant de groupe, Héloïse, j'essaye de faire une petite transition. J'aimerais bien que tu nous parles de l'expérience du film dont tu nous as un petit peu parlé en présentation. Là, c'est ton moment. Ça marche. Non, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis tentée à la production. Donc, en fait, au début de l'année 2023, on est 9, on ne se connaissait pas tous, à être partis sur une autoproduction de long métrage qu'on voulait faire en 1 an. Donc, parmi ces 9, la personne qui a eu l'idée, c'est Sabine Crossen. Peut-être que vous la connaissez. Il y en a 2 qui sont venus ici, Louis Bugeaud et Jérémy Guetta. Je vais faire les noms parce qu'il faut quand même, au cas où si vous les connaissez. Il y a Delphine Poudou, Delphine Alexandre, Emilien Fabrizio, Aurélia Poirier et Pierre Azema et moi-même qui avons fait ce projet en parlant de diversité et puis même de singularité. C'est un projet où dedans on n'était pas tous, je crois qu'on n'était
pas très nombreux à avoir touché à de la prod. On était beaucoup de comédiens. Il y en a qui étaient comédiens, réalisateurs avec du scénario aussi. Jérémy, lui, il était réalisateur et chef-op aussi au début. Et donc, on s'est tous engagés financièrement alors qu'on ne se connaissait pas sur un long métrage où on s'est engagé à trouver 3 000 € en tout par personne. Donc, 1 000 € de notre poche, plus s'engager à trouver 2 000 € en plus. En tout, on a réussi à récolter 50 000 € pour faire ce film. On n'avait pas l'aide du CNC, on a eu quelques aides des villes autour. On fait aussi un documentaire, plus ou moins making-of, ils sont ici aussi, qui filme un peu toute l'expérience qu'on a faite, parce que c'est assez inédit. Là, on a tourné donc en août. On a commencé à écrire le film en février, enfin à pitcher, on va dire, les premières idées en février. On avait, on va dire, trois thèmes qu'on s'était bloqués. Il fallait que ce soit un huis clos, il fallait qu'il y ait un lapin blanc, et il fallait qu'il y ait 9 personnages principaux dedans pour que tout le monde puisse jouer dans le film. L'idée, c'était vraiment que tout le monde puisse... c'est parti du postulat qu'on ne va pas attendre qu'on vienne nous chercher pour jouer. On va faire des choses ensemble et tant qu'à faire, les faire bien. Donc, on s'est dit... on va le tenter, on va voir ce que ça donne. Dès le mois de février, on savait qu'on tournait en août. Tout le monde avait bloqué ses dates. On avait bloqué la maison qu'on nous a prêtée. C'était une grosse maison. On a écrit le scénario dessus. Scénario qui a été écrit par, au début, 4 personnes, des 9. Chacun, en fait, avait des pôles particuliers. Ensuite... des 4 personnes, l'écriture est passée à 2, puis c'est les réalisateurs qui ont pris le projet, parce que dans l'idée, c'est que dans les 9 personnes, il y en a, on va dire, 3,5 qui réalisaient, donc il y en avait 3 en équipe A plus 1 en équipe B. C'est tout un micmac, mais on l'a fait, et là on est sur la V2 du montage. L'idée qu'on a avec ça, c'est... là, c'est plutôt trouver un distributeur, et tout ce qu'il y a après, en fait, le montage du film. Et moi, je suis jeune ambassadrice à l'ACID. L'ACID, c'est une association qui prône le cinéma indépendant, qui sont en collaboration souvent avec le Festival de Cannes. Et en fait, on va essayer on va le mettre à l'ACID, on va leur envoyer pour voir si on peut être sélectionné ou pas. Et on verra bien ce qui se passe. Sinon, l'idée après, c'est de faire des festivals et continuer avec ce film qui est totalement... qui sort de nulle part, mais au moins on est content parce qu'on l'a fait, et on est fiers de pouvoir se dire que... les gens nous disent qu'on est un petit peu fou. Mais il faut un peu de folie pour être un artiste. Ok, merci beaucoup. On a hâte de voir ce que ça donne. Le titre c'est Nine, ou Nine. Ça s'écrit comme 9 en anglais. Voilà. Très bien, donc soyez attentifs à ça. Et là aussi, c'est à ton tour de répondre à cette question. Et on a pas mal discuté au téléphone de 2 choses. D'abord, des tournages des courts-métrages Adami et du lien entre des jeunes comédiens, des comédiens expérimentés et des scénaristes plus ou moins expérimentés. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Je ne sais pas si tout le monde est familier déjà avec les courts-métrages la collection. Et la collection, etc. Donc tu peux peut-être expliquer... Alors oui, rapidement, l'Adami, c'est un organisme c'est l'équivalent de la SACEM, en gros, pour les artistes, interprètes, comédiens, comédiennes. C'est un organisme qui va collecter les droits et qui les redistribue. Et donc depuis 30 ans, l'Adami présente au Festival de Cannes une collection de courts-métrages où ce sont des comédiennes, comédiens identifiés, connus, qui passent à la réalisation. Et dans leurs films, ils doivent mettre en scène des comédiennes et comédiens donc émergents, qui ont entre 18 et 30 ans. Donc moi, j'ai produit avec Laurence, on a produit 2 éditions de cette collection. Et là, on reprend en 2025. Là, on fait une pause. Et cette collection, on a intégré une vraie révolution, parce qu'on est des zinzins chez DACP.
on est parti chercher quelque chose de révolutionnaire. On a mis des scénaristes pour accompagner les comédiennes, comédiens qui passent à la réalisation, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai métier. Et quand on a des comédiennes et comédiens qui ont un emploi du temps assez chargé, parce qu'ils tournent beaucoup, parce qu'ils sont connus, ils sont pas mal sollicités, mais ils n'ont pas forcément le temps d'écrire un scénario. Donc on a mis en place un petit dispositif où on demande au réal de nous écrire une petite note d'une page maximum, avec leurs envies, les thèmes, les sujets, parfois même avec une idée assez claire de film. Et à partir de ça, nous on choisit, on va chercher dans notre entourage des scénaristes. Et ce qu'on a aimé faire, c'est aller chercher des scénaristes. Il y a 4 films. Donc sur 2 films, on prend des scénaristes qui sont assez capés. Et sur 2 autres, on prend des scénaristes qui sont plus jeunes, qu'on a identifiés, qu'on connaît bien. Et tout ce petit monde est supervisé par une directrice de collection avec qui ils échangent. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas être en première ligne, nous, en tant que producteurs, parce que souvent, on a une relation qui est un peu biaisée avec les réals et auteurs. Donc on se dit, il y a quelqu'un qui fait un premier filtre, et ensuite, nous, on lit tout. On lit tout, on lit toutes les versions, on assiste à toutes les réunions, mais on fait confiance au scénariste, à la directrice de collection pour que tout soit cohérent et que ce soit bien fait. Donc voilà, donc ça c'est assez cool, vraiment. Enfin, moi je me souviens quand on a commencé à la produire, j'ai des potes producteurs qui m'ont dit tu vas enfin commencer à compter tes cheveux blancs. Et je peux vous assurer que c'est vraiment... Non, alors moi c'est totalement faux. Non, c'est un bonheur. Moi j'adore cette collection, j'adore la produire, je m'amuse énormément. Et donc quand on a pris cette collection, enfin c'était un appel, l'Adami a sollicité 13 sociétés de production, on a fait des dossiers, et visiblement on avait le plus cohérent, le meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas c'est le nôtre qui a plu. On a tout de suite voulu intégrer cette notion de diversité, d'inclusion, tant dans le choix des réalisateurs et réalisatrices, c'est-à-dire que nous, c'est minimum parité. La première année, on avait 3 réalisatrices et un seul réalisateur. Deuxième édition, c'est 2-2. La prochaine, on est en train de la faire, mais ce sera, à mon avis, plus de femmes que d'hommes. Et pareil sur les comédiennes, comédiens. Donc il y a 12 rôles, parce qu'il y a 4 films, 3 rôles par film. Là encore, on veut une parité, pas forcément dans chaque film, parce qu'on ne peut pas diviser, pas encore, les personnes en 2, mais en tout cas, sur les 12 rôles, on en a 6 interprétés par des hommes et par des femmes. On reste très très ouvert. Il y a par exemple dans le film Mouton Noir de Déborah François, elle a voulu caster une personne transgenre qui était venue en callback, et voilà, moi je trouve ça très cool. Et ça fait partie des conversations qu'on a avec nos réals. Dès le début, on leur dit voilà, on compte sur vous pour vraiment avoir cette idée en tête, d'aller chercher des visages, des profils qu'on ne connaît pas encore, qui seront véritablement les talents de demain. Ça, on le fait aussi avec les directrices, directeurs de casting. Et pour les dircasts, ce qu'on fait, c'est on tourne. On ne garde pas d'une collection à l'autre les mêmes dircasts. Pour une raison assez simple, c'est que on fait ça très vite. Pour vous expliquer, on va commencer l'écriture à la fin de l'été. Courant de l'été, on discute avec les réals et les scénaristes, on laisse bosser un petit peu, mais on bosse l'écriture vraiment qu'à partir de septembre-octobre, et on tourne mi-janvier. Et les films sont présentés en mai, donc ça va super vite. Et les dircasts, il y a 2 jours de casting, 2 jours de casting et 1 jour de callback. On a 1600 candidats pour 12 rôles. Et il y a quelque chose qui peut être une facilité qu'on veut absolument éviter, et c'est pour ça qu'on change de dircast régulièrement. On ne souhaite pas que les directrices, directeurs de casting aillent piocher dans leur vivier, dans leurs petites habitudes. Donc et c'est ce qui nous permet de sortir des projets assez cool, parce que moi j'entendais et on me disait ouais bon, Talent Adami, c'est une petite collection qui ronronne, c'est l'entre-soi du cinéma. On essaie un peu de casser ce truc, j'espère qu'on y arrive, enfin en tout cas un petit peu.
Et ça nous permet aussi de nouer des partenariats avec des réals, des gens qui se révèlent à la mise en scène. Moi, je l'ai vu, il y a des gens qui le voulaient déjà, mais quelqu'un comme Hugo Becker, il nous a sorti un film totalement fou, et d'ailleurs, il est en sélection à Paris Cours-Devant. Quelqu'un comme Ahmed Silla, il y a 2 ans, il me disait ne me parle pas de mise en scène, ça ne m'intéresse pas. Il a fait son premier court-métrage et il me dit attends, dès que j'ai une idée, je viens de voir parce que j'ai vraiment envie de continuer. Donc ça, c'est assez cool. Et je sais que ce sont des personnes, que ce soit Ahmed ou Hugo, ou alors un autre exemple qui était vraiment très très cool, c'est Lindan Pham, qui est venue avec une idée. Elle me dit écoute, moi j'ai envie de parler de ma grand-mère. Je fais ça tombe mal, les comédiennes et comédiens doivent avoir entre 18 et 30 ans. Et elle a quand même réussi à parler de sa grand-mère qui est centenaire et qui joue dans le film d'ailleurs, à travers les yeux des petits-enfants. Et ce qu'elle a raconté, c'est une histoire, et je suis désolé, je vais utiliser ce terme qui n'est pas très joli, c'est une histoire qui est assez universelle, mais ce que j'ai aimé, enfin universelle, c'est pas vrai, mais c'est une histoire qui parle à toute personne issue de l'immigration en fait, ou qui a une double culture. Et cette histoire de ces gosses, ces jeunes qui rendent visite à leur grand-mère aux urgences, avec la mère qui rouspète au téléphone en disant hey, t'as bien sa carte vitale, machin, tu sais. Là, et ben ça, moi je suis pas d'origine vietnamienne. Lindan me disait oui, mais ça, tu sais, je l'ai vécu, machin, machin. Et ben je m'identifie, mais de ouf. Et donc ça, c'est cool de se dire, on a emmené à Cannes une histoire pareille, on l'a montrée, elle a été bien accueillie. On a aussi des comédiennes et comédiens qu'on n'avait pas vus avant. Pareil dans le film de Claudia. Claudia nous a fait un truc génial aussi, une comédie. Claudia Tagbo, pardon. Il y a un des comédiens qui s'appelle Blaise Alfonso. Blaise, je ne sais pas combien de fois il a postulé au Talent Adami. Et il me disait, c'était ma dernière année, et cette année, je ne voulais pas. C'est ma copine qui m'a forcé à le faire. Et il a été pris. Donc, voilà. Donc il y a plein de petits... ça peut sembler anecdotique, mais derrière, ça fait bouger les lignes doucement. Donc voilà, ça c'est une petite collection, c'est mon bonbon de l'année. Ton bonbon de l'année. Très bien. Eh ben, merci à tous les 5. Bon, restez là, de toute façon, on a toujours besoin de vous. Mais je vais me tourner vers la salle pour savoir si vous avez des questions à poser. Et je me déplacerai pour pouvoir prendre votre question dans le micro parce que c'est enregistré. Donc, n'hésitez pas à lever le doigt. Oui. Bonjour, je voudrais savoir le nom du film de la grand-mère. C'est possible de le voir quelque Nos part. urgences. Nos urgences. Ouais, Nos urgences. Il est visible quelque part. Malheureusement, il n'est plus visible sur la plateforme de France.tv. D'accord. Mais il était sur France.tv. En revanche, vous pouvez voir le film qui est présenté ici, qui s'appelle Mugbanger, qui est aussi qui parle des dérives des réseaux sociaux. D'accord. Merci. Mais bonjour, voilà. Donc le Bugeaud, j'ai eu l'honneur d'œuvrer dans le collectif Puissance 9 auprès d'Héloïse. Et j'avais cette question, là aussi, quand vous parliez tout à l'heure de produire différemment, après, vous pouvez tous répondre évidemment, hein. Vous parliez tout à l'heure de produire différemment. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, produire différemment? Est-ce que c'est chercher des financements ailleurs? Est-ce que c'est distribuer ailleurs? Voilà, merci. Alors, on ne le sait pas, mais producteur, productrice, c'est un métier extrêmement créatif parce qu'il n'y a que des problèmes. Et donc, on doit trouver des solutions. Produire différemment, c'est à tous les niveaux. C'est dès le début, quand on va, entre guillemets, sourcer nos projets. C'est aller là où on ne nous attend pas forcément. Moi, j'aime bien aller, par exemple, au Festival de Valence, festival de scénaristes, où il y a des marathons d'écriture, où vraiment, il y a des gens qui s'inscrivent, qui n'ont jamais écrit, qui ont écrit des formes très différentes. Donc, c'est aller chercher là-bas. Donc ça, c'est sur trouver les talents. Sur l'écriture, moi j'ai envie de dire, et je parle sous votre contrôle, mais il n'y a pas une façon d'écrire, il n'y a pas une façon de collaborer. C'est quelque chose qui se fait. D'ailleurs, j'aurais une question sur votre collectif. Là, parce que vous avez expliqué comment vous avez écrit, mais je suis curieux de savoir plus en détail en combien de temps aussi.
Donc à tous les niveaux, c'est essayer de pas forcément innover, mais se dire tiens, c'est quoi le pas de côté qui va permettre de mieux faire. Sur le financement, malheureusement, il y a de moins en moins de guichets, il y a de moins en moins d'argent, ou alors l'argent va sur des projets avec des gros casts, avec des affiches bleues et jaunes, des grosses comédies. Et là, c'est être malin dans comment on va utiliser cet argent quand on a peu, et puis ça, je pense que vous le savez très bien. Et sur la distribution, on reste quand même assez classique. Le système tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas très souple. Il y a toujours les plateformes, mais on se rend compte que les plateformes, c'était une belle promesse il y a 10 ans. Hein. Netflix fêtera ses 10 ans, là, en fait, c'est 10 ans en 24 en France. C'était une grosse promesse de wow, génial, c'est de l'argent frais, ça va être des projets qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on discute avec Netflix, ils nous disent nous, on veut faire du familial, hein, TF1, mais sur une plateforme. Donc, sur la distribution, c'est plus compliqué. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi sur la communication autour des films. Et puis aller les montrer ailleurs, dans les festivals. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour cette discussion extrêmement intéressante. Moi, j'ai une question par rapport à la singularité des projets. En fait, ma question va être quelles sont des limites en fait des singularités, jusqu'où on peut aller quand on parle de accompagner le projet jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'essaie de dire? On a parlé du fait que c'est très important de parler de l'histoire particulière. Donc, en fait, la personne, quand elle écrit ou elle raconte son histoire, elle peut bien penser que c'est particulier, que c'est important. Mais quand, en tant que producteur, par exemple, ou les scénaristes, vous voulez accompagner le projet jusqu'au bout, à quel moment vous dites, oui, ça, c'est un projet, ça, c'est la voix qui doit être entendue aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment le feeling? C'est vraiment, on sent que c'est une histoire qui doit être entendue? Ou est-ce qu'à un certain moment, il y a quand même une sorte de regard pragmatique, peut-être plus le calcul que là, oui, les festivals vont aimer ça. Ici, peut-être il faut qu'on s'adapte, qu'on intègre quelque chose pour rendre le projet plus important, plus piquant, comme un projet particulier, comme un projet vraiment singulier. Voilà, merci beaucoup. Moi, personnellement, je ne pense pas. Moi j'aime bien les producteurs, voilà, déjà. Donc, je ne pense pas que les producteurs contraignent un auteur à changer son projet, surtout en cinéma. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Je pense que ce qui limite un producteur, c'est peut-être le manque de technicité de l'auteur ou de professionnalisme. C'est-à-dire peut-être son incapacité à écrire un scénario de long métrage en termes techniques. Je ne parle pas en termes d'idées ou de talent ou de choses comme ça. Donc, il faudra peut-être lui associer quelqu'un de peut-être plus technicien, comme on peut dire. Mais pour moi, la vraie limite, elle est là. C'est la capacité à écrire un scénario de 90 minutes qui tienne la route plus que le sujet en lui-même. Je pense qu'en cinéma, tous les sujets sont possibles. Et il faut savoir y mettre de l'émotion. L'émotion, elle vient, selon moi, mais pas toujours, mais de la sincérité. Et voilà. Mais ouais, ce qui peut arrêter un producteur, c'est des doutes sur la capacité à porter le projet. Moi, je vous donne un exemple. C'était Ridicule, qui est un film qui a connu un grand succès il y a une vingtaine d'années, qui était tourné par Le Comte. Et moi, j'ai bien connu les producteurs qui étaient des très jeunes producteurs débutants, dont c'était les premiers films, qui avant avaient été des ingénieurs. Et en fait, le scénariste, il avait fait un scénario magnifique, mais il n'avait jamais réalisé. Et du coup, les producteurs ont essayé pourtant, mais ils n'ont pas pu convaincre sur la capacité du réalisateur en réalisation. En plus, c'est un film en costume, donc ça coûte cher. Et voilà, donc c'est ça qui a arrêté, c'est les compétences techniques de la personne, ses capacités professionnelles. Du coup, ça a été confié à Le Comte et ça a fait un film magnifique. Et après, les producteurs, qui étaient des gens très loyaux d'ailleurs, on avait promis à Rémi Waterhouse
qu'il pourrait réaliser lui-même son prochain long métrage. Donc c'est ce qu'il a fait. Et donc il a réalisé avec ses mêmes producteurs le long métrage suivant, qui a rencontré plutôt un petit succès. Mais bon, ils ont tenu parole et ils l'ont fait, quoi. Voilà. Je pense à un projet qu'on a eu. C'était un documentaire hybride parce qu'il y avait de l'animation dedans. Et ça a été un film très, 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 très dur à monter. Mais vraiment, je ne pensais pas. C'est une réalisatrice camerounaise qui travaille, elle est réalisatrice, donc elle fait du documentaire, de la fiction. Et elle travaille aussi à l'ambassade du Cameroun à Paris. Et elle voyait des gens qui avaient passé 10 ans, 15 ans de vie clandestine en France ou partout en Europe, qui arrivaient dans son bureau, qui disaient, écoute, moi j'ai perdu tant d'années de ma vie ici, je veux rentrer au Cameroun, aide-moi. Et ça a fait son chemin et elle a décidé d'en faire un documentaire qui est très chouette, hein, et je ne dis pas ça parce qu'on l'a produit, mais qui s'appelle Partir et qui interroge des gens au Cameroun, au Sénégal et aussi en Europe sur le fait de partir, quitter son pays pour venir en Europe et aussi quitter l'Europe parce qu'on estime qu'on a perdu du temps, que l'Eldorado européen n'est pas une réalité. Donc on décide de se lancer là-dessus. Et documentaire sur ce sujet de migration. On a reçu un courrier, je ne dirais pas de qui, mais d'un guichet qui nous dit, écoutez, vous êtes mignons, on vous connaît en tant que producteur, on sait que vous êtes capable, parce que n'oublions pas que en tant que producteur, nous, notre obligation, c'est de livrer le film. Livrer le film à ceux qui financent, mais aussi aux distributeurs. Ils nous ont dit, on n'a aucun souci, on sait que vous allez le livrer, vous avez fait vos preuves. La réalisatrice, on la connaît bien parce qu'on a déjà financé ses précédents projets, mais par contre, ce que vous racontez, on ne peut pas le soutenir. Et il y a un courrier, hein, donc c'est noir sur blanc. Donc on peut avoir ce genre de choses, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, le film, j'y crois. On va trouver les moyens de le faire. On l'a fait. On a même trouvé un distributeur. Il est sorti. Et même si c'était une petite sortie, tu te bagarres jusqu'au bout. Donc il y a peut-être ça. Et sinon, comme autre limite, et ça c'est très récent, c'est post-Covid. Quand on monte un film et qu'on va voir et ça vient des plateformes, mais maintenant c'est partout, ils nous disent ouais, écoute, ton cast, tu peux pas mettre un tel ou un tel. Et tu dis zut, mais moi justement j'ai exemple tout bête, hein, on a un comédien belge qu'on adore, qui est pas très connu, qui est super. Et ben, on nous a dit ouais, tu peux pas le remplacer par Omar Sy. Tu penses vraiment qu'Omar Sy il a besoin de faire ce film? Et donc on nous dit ouais, enfin voilà, on a ce truc de je signe ou je te prends ton film si tu vas me chercher un tel ou un tel. Et voilà, mais je pense qu'ils ont des algorithmes qui leur sortent des noms. Non, mais je dis ça, je pense, enfin, j'ai aucune preuve, hein, mais je le pense vraiment. Donc voilà, c'est peut-être les seules limites. On fait quand même les films, mais on met plus de temps. Bonjour, je me permets juste de rebondir par rapport à cette chose-là. Est-ce que concrètement, ils ont il y a des chiffres qui prouvent que le fait d'avoir vraiment ces noms-là va faire que le film va mieux marcher? Il y a des vrais... Oui. Ah, je vais vous révéler un secret. Ouais. Non, il n'y a pas de chiffres, mais tu as forcément, quand tu fais ton casting, les gens checkent les derniers films qui ont été faits et ils regardent le nombre d'entrées. Et je vous le dis, hein, quand on produit et quand on monte un projet, eh ben, clairement, on entend de la part des distributeurs qui disent ouais, mais tu vois un tel, on peut pas monter un film sur lui. Faut peut-être, je sais pas si jamais c'est arrivé dans vos conversations. Non, mais nous, la question, c'était quand j'ai rencontré beaucoup de producteurs avant de choisir celui avec qui j'ai travaillé. Et j'avais un truc sur lequel je voulais pas lâcher, c'était de travailler avec des acteurs libanais. Et il y en a quand même beaucoup de producteurs qui me disaient non, mais sinon, par exemple, Mathieu Amalric, qui fait quand même un peu libanais, non? Et
vraiment, enfin, donc quand à un moment il y a un producteur qui m'a dit bah oui, enfin c'est pas une question, oui c'est évident. Là voilà, je me suis dit c'est bon. Mais c'est vrai qu'il y a après en sortant le film, j'ai compris aussi pourquoi parfois il y avait des réalisateurs qui faisaient le choix alors qu'ils sont très installés de travailler avec des acteurs connus, alors que je trouve ça dommage. Je me dis bah, ils ont la possibilité de choisir. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, quand on a un acteur connu, une actrice connue, la presse en parle beaucoup plus. On est invité sur les plateaux télé, les trucs comme ça. Donc, c'est un tout, en fait. C'est un truc de, voilà, de se dire, bah, moi, je passe du temps à faire un film et je veux qu'on en parle. Et donc, pour en parler, ben, je vais mettre quelqu'un que tout le monde connaît. Et même si les films se ressemblent, du coup, beaucoup à cause de ça. Oui, il y a on regarde les. Enfin, ils regardent les entrées. Mais je reviens sur les chiffres. Effectivement, il y a des chiffres. Et surtout, en tout cas, moi, dans mon métier, c'était quand je travaillais en prod et que je montais des films, c'est sur le niveau des ventes étrangères. En vrai, là, on a vraiment des chiffres. C'est-à-dire que, par exemple, un vendeur étranger, on va l'appeler, notre interlocuteur, on va lui dire, voilà, si on met Binoche, combien on fait en vente étrangère? Si on met quelqu'un qui n'est pas connu, combien on a en vente étrangère? Et je vais prendre l'exemple de Juliette Binoche parce qu'on a monté le film avec elle. Ils nous disent, Juliette Binoche, ça va être 500 000 en vente étrangère en plus par rapport à un inconnu euro. Et du coup, Juliette Binoche, elle demandait un salaire de 500 000 justement. Et on se dit, ok, donc c'est à peu près équivalent. Et en plus, ça va nous faire un peu plus d'entrée France. Parce que quand même, l'effet Binoche joue un peu. Donc voilà, et c'est vraiment, quand on est producteur, c'est des arbitrages financiers de cet ordre-là. Et du coup, si on se dit, du coup, ça veut dire qu'on va se prendre peut-être 100 000 ou 200 000 sur la France, peut-être un peu plus en télé. Donc ça veut dire que ça fait 300 000 de plus qui iront à la fabrication du film, si on prend Binoche plutôt qu'un inconnu. Là, je vous fais vraiment un calcul de directeur financier, mais c'est aussi des calculs comme ça. Après, on a aussi plein d'autres trucs qui entrent en ligne de compte. On a un réalisateur qui peut-être n'a pas envie de travailler avec des inconnus. Après, il y a plein d'autres choses qui se disent, bon, on dit au réalisateur, ok, on va faire un film moins cher, parce que tu n'as pas envie de travailler avec Binoche. Est-ce que ça te va? Le réalisateur va dire oui. Ou alors le réalisateur... Ouais, enfin, je sais pas, c'est pas que le financier. Mais ça compte, évidemment. Ça compte énormément. Et on a des chiffres, oui. Moi, à TF1, enfin là, par exemple, là, même les producteurs sont notés. Hein. C'est-à-dire qu'avant un rendez-vous, quand moi j'étais directrice financière, avant un rendez-vous avec un producteur, on nous demande de sortir sa rentabilité à lui. C'est-à-dire qu'on nous dit, tu peux nous sortir depuis 20 ans combien il nous a rapporté ce producteur ou combien il nous a fait perdre. Donc en fait, on arrive en rendez-vous avec combien nous rapporte le producteur, combien nous rapporte le cast, combien nous rapporte le réal. Et oui, alors plus la boîte est privée, plus les chiffres comptent. Dans le service public, évidemment, on ne fait jamais ça. Il y a quand même un moment où on parle d'art. Hein. Non, ah oui, quand même, on va remettre les choses en place. C'est un monde où c'est le scénario qui compte. C'est-à-dire que toutes ces histoires de chiffres, de machin, de casting, de réel, c'est une fois qu'on s'est dit que le scénario a été lu par beaucoup de gens et qu'on s'est dit ce scénario vaut la peine. Et c'est quand même toujours le premier critère. Donc voilà, merci les auteurs encore. Et vraiment, c'est ça, hein. C'est le scénario. Et après, on va dire, ah, c'est réalisé par un tel. Ah, il va y avoir un tel dans le cast. Ah, ce réalisateur nous a rapporté de l'argent. Ah, je sais pas quoi. Enfin, ce producteur nous a rapporté de l'argent. Mais c'est le scénario qui compte. Et c'est pour ça que vraiment, nous, on veut aider les projets à émerger, quoi. Au-delà de ça, toujours sur l'argent, il y a quand même, vous savez, il y a le classement box-office des films qui ont fait le plus d'entrées. D'ailleurs, je crois maintenant il y a un César du film qui fait le plus d'entrées, mais il y a aussi le classement des films les plus rentables de l'année, qui est très intéressant à regarder aussi. Eh oui, parce qu'il n'y a pas que le nombre d'entrées, il y a la rentabilité. Parce qu'un film qui vaut 20 millions, qui fait 3 millions d'entrées, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que tout le monde pleure ce jour-là, quoi. Et un film qui coûte 2 millions mais qui fait 1 million d'entrées, mais c'est champagne, quoi. Voilà. Donc ça se mesure beaucoup pour les professionnels en termes de rentabilité. Et puis il y a aussi les prix en festival. Enfin là, on part dans les trucs du métier, mais parfois aussi on peut se dire
on va faire un film qui va pas être rentable, mais qui va avoir une très belle vie en festival, et ça vaut le coup aussi. Parce que tout le monde n'est pas que cynique et obsédé par le profit. Surtout que ça change en fait. La logique de profit, elle perd quand même un peu de son intérêt au profit de, justement, la logique de profit, au profit effectivement de faire des beaux films, des succès en festival, mais aussi de faire des films qui vont faire changer la société, qui vont la faire évoluer. Moi, je suis assez optimiste et je trouve que le monde et la société changent. On n'est plus dans les années 80, 90. Le profit, on en est revenu, quoi. Et en fait, je trouve qu'on a envie que le monde marche mieux, qu'on vive mieux ensemble. Et je crois que même progressivement, les décideurs, les financiers adhèrent à cette idée. L'exemple d'Anatomie d'une chute. Hein. Exactement. On a le temps pour une dernière question. Bonjour et merci pour cette table ronde qui est très intéressante. J'aimerais continuer sur ce que vous disiez sur les producteurs. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un scénariste ou une scénariste émergent qui, pour leur première rencontre avec les producteurs et réalisateurs, c'est quoi déjà, les conseils? Je reviens sur l'idée qui vous rencontrez déjà. C'est déjà, sachez qui vous rencontrez. Vraiment, c'est très très important. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord bien se présenter. Donc il y a plusieurs postures. Il y a qui vous rencontrez et comment vous vous présentez. Évidemment, c'est toujours une épreuve de rencontrer un producteur. Faut travailler en amont. Hein. Faut préparer son pitch, faut dire correctement son nom, bien ne pas penser à donner ses coordonnées. Enfin, tous les trucs de base, mais qu'on oublie dans le moment. Et ça, vraiment, je le redis, il faut travailler, il faut répéter, il faut y penser chez soi, il faut se souvenir du nom du producteur, quand même, il faut savoir ce qu'il a fait. Et il faut vraiment... Là, vous parlez d'une rencontre. Après, moi, je parle de la rencontre et du choix. Donc, bon, la rencontre, évidemment, faire bonne impression, ça a l'air bête, mais ne pas se chercher une posture, quoi. Arriver à l'heure, enfin, c'est tout bête, mais c'est des trucs qu'on dirait à des enfants, mais on l'oublie nous-mêmes. Enfin, voilà. Et ensuite, dans le choix, vraiment, vous demandez si cette personne vous convient, si vous vous sentez bien avec elle, échanger. Après, je vais vous dire quand même une chose aussi, mais ça se voit pas au premier rendez-vous. Le producteur, il est un producteur. C'est pas un script docteur, c'est pas un ami, c'est pas un parent. Donc ça aussi, il faut le garder à sa bonne place. Voilà, c'est quelqu'un qui soutient votre projet à 100%. Je crois qu'on mesure mal ce que c'est pour un producteur d'arriver avec un scénario en rendez-vous dans une chaîne. Il protège votre projet comme si c'était toute sa vie. D'ailleurs, c'est quand même 1 an et demi de sa vie, c'est l'avenir de sa boîte. Donc, 1 an et demi quand ça va vite. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, il faut... je sais plus où j'en étais d'ailleurs, j'étais sur le choix plutôt que le rencontrer. Mais rencontrer, comment le rencontrer, si je résume? Je vous dis, c'est profiter des festivals, profiter de ce qu'offre par exemple une asso comme Séquence 7 qui multiplie les rendez-vous, profiter de ce qu'offre Paris Cours Devant. Vraiment, soyez sur le coup sur les rencontres. Et puis vraiment, je vous dis, choisissez. Et croyez à la bonne entente. Alors un producteur, ça vous répond peut-être pas tout de suite, mais souvent ça peut avoir des raisons. Enfin, voilà, demandez-lui de défendre votre projet et de le comprendre. Parfois, il y a des choses que vous ne comprendrez pas et c'est normal parce que c'est son métier. Voilà. Mais en revanche, il doit y avoir un bon lien et il doit comprendre votre projet. Je crois qu'Yacine et Chloé voulaient... ou en tout cas, Yacine, tu voulais rebondir? Oui, je voulais juste rebondir sur le fait que on peut avoir tendance, quand on cherche par exemple un agent ou un producteur, on peut avoir tendance à aller chercher les gros noms ou à croire justement à cette idée un peu du prince charmant qui va nous faire basculer grâce à son réseau, grâce à ses films précédents, dans un autre monde. Mais il faut aussi se demander si on peut apporter quelque chose à cette personne, entre guillemets. Et parfois, c'est aussi... vachement plus intéressant de se dire qu'on va créer un partenariat avec un producteur qui est en train de s'installer, qui est en train de monter sa boîte et qu'on va faire partie des fondations de quelque chose. Et ça peut apporter beaucoup de choses et on peut grandir ensemble. C'est pas forcément intéressant, par exemple, pour parler des agents, c'est un peu la même chose.
c'est pas forcément intéressant quand on a fait peu de choses de se dire à tout prix, je veux être chez un gros agent. Parce que oui, certes, il a plein de réseaux, ceci, et j'aurai le même agent que, j'allais dire Depardieu, que je ne sais qui, que Jean, que Jean Dujardin ou que autre, mais très concrètement, je serai aussi la 18e roue du carrosse. Donc trouver le partenaire qui est dans une énergie de développement et dans une dynamique qui peut être complémentaire et similaire avec la vôtre, ça peut permettre d'avoir une relation, certes, les portes ne vont pas s'ouvrir tout de suite, mais on sait qu'on fera peut-être plus partie des priorités au quotidien et qu'on aura un dialogue plus fluide avec ce producteur, cette productrice. Donc voilà, après ça dépend du projet, ça dépend de ses attentes, mais faut aussi se dire que les autres aussi sont en train de grandir. Et ça peut être bien de se dire, cette personne-là, je sens qu'elle fait des choses, qu'elle se bouge, qu'elle a des idées intéressantes et on peut s'apporter des choses maintenant. Un peu comme avec des réals, encore une fois des agents ou autres. Eh ben, ça va être le moment de conclure cette table ronde. Donc, si vous avez un dernier conseil à donner aux personnes qui sont là, ou pas, si on a tout dit ce que vous voulez dire. Parce que c'est ce que vous avez dit. Hein. Je pense qu'il faut juste être sincère dans ce que vous faites. J'ai l'impression que la conclusion de cette table ronde, c'est quand même être sincère et savoir s'entourer. Ce qui veut dire apprendre à renoncer à certaines personnes, choisir, et ne pas renoncer à sa singularité, du coup. Eh ben, merci beaucoup, merci à vous. Et merci au Festival Paris Cours de Vent de nous accueillir.